Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'équipe Mercato, votre rendez-vous quotidien dédié à l'actualité des transferts, actualité chargée aujourd'hui avec l'officialisation du côté de Monaco du retour en France de Wissam Ben Yedder, nouvel attaquant donc de l'AS Monaco. Autour de la table pour en parler, Eric Silvestro de la radio RTL, ça va? Ça va, Bertrand? Oui, tout va bien, super. Plaisir de faire l'émission tous les deux avec Pierre Boubi qui est arrivé depuis une demi-heure, il est bien assis très sagement, ça fait plaisir Pierre. Impeccable, très content d'être là. Responsable de la communication, du marketing, du digital et des réseaux sociaux à Orléans. Je peux rajouter des trucs derrière ça. Et de la buvette aussi, non? Ça va venir, ça c'est en projet. Bon, victoire hier. Victoire hier 4-1 contre Guingamp en premier tour de la Coupe de la Ligue, donc très bien, beau match. Et pas mal de jeunes et puis voilà, c'est encourageant pour la suite, une partie revanche. Bon, c'était le sommaire, pas besoin de faire une demi-heure non plus. Ouais, mais tu m'interviews, je te réponds. Manu Longeon également de YoSport avec nous. Ça va Manu? Ça va, très bien, merci. Dave Apadou de France Football, bonsoir Dave. Salutations. Ça va? Ça va bien. Il y a Liverpool ce soir. Évidemment, toujours Liverpool. Ainsi que Yvan Lemay, agent de joueurs et notamment de Ferland Mendy. Bonsoir Yvan. Bonsoir à tous. Programme chargé pour cette fin de mercato pour vous? On est dans les 15 derniers jours. Hein. C'est la fin du triathlon, pas du marathon, du triathlon. Le triathlon, il y en aura demain, justement, sur la chaîne Équipe. On aura l'occasion de reparler à la une de l'équipe Mercato aujourd'hui. Le Paris Saint-Germain, évidemment, et notamment Neymar, peut-être de retour au Barça. Est-ce que le PSG peut finalement sortir le grand vainqueur de ce deal? On va parler, je le disais, dans le sommaire de l'AS Monaco. Est-ce un recrutement inespéré? L'arrivée de Wissam Ben Yedder, et puis on va également parler de Coutinho, il sera peut-être le remplaçant de Neymar, est-ce que c'est le remplaçant idéal de Neymar? Et on va terminer cette émission par l'Olympique lyonnais. Lyon a-t-il réalisé un très grand mercato avec la conclusion peut-être du mercato avec l'arrivée de Jeffrey Adelaide? Sans plus tarder, c'est le buzz du jour, Jiggle. Et le feuilleton continue jour après jour du côté du Paris Saint-Germain. Selon le journal L'Équipe, l'édition du jour, c'est le Barça à présent qui a pris l'avantage. Avantage Barça, donc dans le dossier de Neymar. Il y avait hier des représentants du club barcelonais qui étaient à Paris, à commencer par Eric Abidal, le directeur technique, ainsi que Javier Bordas, membre du comité directeur. Pour le moment, pas d'accord évidemment entre le Barça et le Paris Saint-Germain. Mais on voulait vous poser cette question. Est-ce que le PSG peut finalement sortir comme le grand gagnant de ce deal avec Neymar? Oui ou non? Yvan, vous connaissez le principe et puis ensuite on en débat. Oui. Oui. Non. Non. Bon, il y a du débat déjà, ça j'aime bien ça. Manu. Non. Non. Oui. Ouais. Non. Ah c'est bien, c'est on alterne. Allez, je vais donner la parole en premier à Yvan qui est agent de joueur. Oui, parce que je pense qu'avec les problèmes d'argent qu'ils ont eu de fair play et tous les problèmes actuels économiques, faire une belle vente de Neymar aujourd'hui qui pose problème et qui n'a pas fait pendant 2 ans ce qu'il devait faire, je pense que ça réglerait beaucoup de problèmes économiques. Je pense que si Neymar s'en va, c'est Dybala qui est la priorité du club. Et je pense que quand tu prends Dybala pour jouer avec Mbappé et Di Maria, c'est pas trop mal. Et je pense que ça sera au moins des statistiques similaires à celles de Neymar, pour beaucoup moins d'argent. Neymar aujourd'hui prend 18 millions net à l'année. Pour Dybala, ça parle de 12 millions net à l'année. Et sur un transfert de 80 somme. Gilet jaune. Et donc, je pense que sportivement, ils peuvent faire une belle affaire avec Dybala, qui est plus jeune et qui est au moins aussi fort pour moi aujourd'hui. Et qui, en termes d'image, représentera peut-être pas ce que représentait Neymar. Mais ils ont Mbappé, donc je ne pense pas qu'ils perdent de change. Par contre, économiquement, ils peuvent faire une très belle affaire. Ouais. Avant d'aller voir Florent Torchu, qui est correspondant pour le journal de l'Équipe à Barcelone, l'avis de Dave Apadou qui pensait le contraire. Est-ce que vous avez été convaincu? Non, pas du tout, et notamment sur le plan sportif. Économiquement, j'entends le raisonnement, évidemment, il se tient. Si tu arrives à récupérer des billes, des gros joueurs, évidemment que finalement, d'un point de vue strictement comptable, la colonne des pour, des contre, on va s'y retrouver, il n'y a pas de souci, on peut s'entendre dessus. Mais non, alors sportivement, je suis pas d'accord, Dybala, c'est loin de Neymar pour moi. Tu parlais statistiquement, les statistiques de Neymar, quand on les regarde à la loupe, le ratio but, passe décisive pour le nombre de matchs joués, c'est juste sidérant. Le problème de Neymar, c'est pas quand il est... C'est qu'il joue pas. Voilà, c'est pas quand il est sur le terrain, c'est plutôt quand il y est pas, et c'est vrai qu'il y est pas à des moments. Et là-dessus, Dybala sera beaucoup plus fiable. Mais Dybala, c'est aussi quelqu'un qui est en difficulté, qui sort d'une saison compliquée à la Juve, où finalement, il a été un peu poussé vers la sortie en sélection. Dave, on voit juste les stats de Neymar en Ligue 1 pour... Voilà, c'est faramineux. Votre 37 matchs, 34 buts, 20 passes décisives. Je te dis, c'est quand même très très costaud. C'est du rarement vu même si on pousse le truc. Et puis il y a aussi en termes d'image,
mais évidemment, tu es le grand perdant. La loupe a été mise sur Paris qui était capable de faire le braquage du siècle avec Neymar. Si tu n'es pas capable de le retenir, si tu n'as pas été capable de le gérer, tu es le grand perdant pour moi de cette histoire. Je le disais, on va écouter Florent Torchu qui travaille pour le journal L'Équipe du côté du FC, enfin du côté de Barcelone. Florent, dans quelles conditions est-ce que serait accueilli Neymar? Parce qu'on se souvient qu'en 2017, il était quand même parti dans des circonstances pas forcément simples, et notamment en bisbille avec le club et les supporters. Oui, salut Bertrand, bonsoir à tous. Eh bien écoutez, j'ai sondé pas mal de supporters là, ces derniers jours, notamment des supporters historiques qui me disent on n'en veut pas, il est hors de question qu'ils reviennent. Donc vraiment la position des supporters, elle est quand même très très éloignée de celle des dirigeants qui, on le rappelle, il y a quand même 3-4 mois, n'envisageaient pas du tout de faire revenir Neymar. Disaient que Dembélé était vraiment la priorité pour l'avenir pour remplacer Messi et Suarez. Donc, a priori, pour l'instant, les supporters sont plutôt froids sur l'idée de voir revenir Neymar. Après, on a vu avec Griezmann qui pouvait vite changer d'avis, puisque si le joueur est performant, bon, voilà, Griezmann a eu quelques matchs intéressants d'été, que ce soit aux États-Unis. Voilà, ils peuvent toujours changer d'avis. Mais aussi, ce que m'ont rappelé les supporters à plusieurs reprises, c'est qu'il y a aussi une affaire judiciaire qui est en cours pour une histoire de prime. Vous savez, quand Neymar est parti du Barça, les dirigeants avaient bloqué une partie de la prime qui correspond à peu près aux 2/3 de la prime de rénovation qui lui restait à percevoir. Et il y a un procès qui doit se tenir à Barcelone en septembre. Donc dans ces conditions, effectivement, c'était difficilement imaginable de revoir Neymar dans le coin. Merci Florent Torchu qui, je le rappelle, suit ce dossier au quotidien du côté du FC Barcelone. Eric, vous m'avez répondu non à notre question. Pourquoi est-ce que le PSG ne peut pas sortir comme vainqueur? Moi, je pense que le grand gagnant de l'affaire, ce sera Neymar. Il voulait partir, il va peut-être partir. Or, d'habitude, le Qatar, c'est le Qatar qui décide. Si un joueur veut partir, il part pas. On garde tout le monde, peu importe les problèmes que ça peut poser. Donc là, à l'arrivée, qui a initié le bras de fer? C'est lui, puisqu'il veut partir. Et à l'arrivée, il va peut-être être entendu. Sportivement, il faudra voir si le PSG s'y retrouve. Dybala, je rejoins, c'est un très bon joueur. Encore faudra-t-il voir dans quelles conditions il peut arriver, parce que si le transfert de Neymar se fait dans les derniers jours, Dybala, il y a les droits d'image, c'est très compliqué autour de Dybala. Il y a déjà le prix qui est de 70 millions minimum, plus les droits d'image. À l'arrivée, ça peut être très très cher. Si c'est Coutinho, on a vu que l'année dernière, il restait sur une mauvaise saison. Donc, est-ce qu'ils vont prendre tant de sous que ça, le Paris Saint-Germain? Je suis pas sûr. Et si c'est des Rakitic, des Coutinho, des Dybala qui viennent, il y aura quand même 1, voire 2, voire 3 salaires à payer. Donc je suis pas sûr qu'à l'arrivée, économiquement, il y ait une si grosse plus-value. Après, tu te débarrasses d'un joueur qui de toute façon ne veut pas jouer, qui coûte très cher et qui est tout le temps blessé. Là, d'accord. Enfin, ça reste Neymar. On m'a dit qu'il était remplaçable pendant des mois et des mois et des mois. Pierre, est-ce qu'on peut garder un joueur contre sa volonté? Vous avez été dans des vestiaires jusqu'au mois de juin dernier. Oui, c'est possible. Après, il faut que le club puisse l'assumer. Là, le souci, c'est que Neymar a un salaire mirobolant et il y a potentiellement une chance pour que justement il y ait un transfert avec de l'argent et des joueurs dedans. Donc, je pense que pour moi, à partir du moment où on a Neymar dans son équipe, on est gagnant. Qu'il reste ou qu'il parte, le PSG sera gagnant dans les deux cas, parce que dans un cas, il le garde et il sera, enfin, comme tu le disais tout à l'heure, sur un terrain de foot, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, ça y a aucun doute. Et puis s'il part, ça donnera au PSG l'opportunité de recruter 2, peut-être voire 3 joueurs de qualité de Ligue des Champions pour aller. Faudra faire vite, hein. Il faudra faire vite, mais après, c'est pas un effectif, c'est pas en l'étape non plus. Hein. Il y a ce qu'il faut, aussi sur le banc. Non, mais sans manquer de respect. Mais c'est fait quand même. Je manque pas de respect en comparant en étape et le PSG. T'es dans une ratière. Non, pas du tout. Non, mais tout ça pour dire que encore une destination de moins. Dans tous les cas, ils s'en foutent. Non, mais tout ça pour dire que dans tous les cas, le PSG sera gagnant pour moi parce que c'est Neymar et Neymar, c'est une image. C'est l'un des meilleurs footballeurs du monde, donc. Si le PSG cherche à gagner les gros matchs et les matchs importants et la Champions League, il n'est jamais là dans ces cas-là. C'est ça qu'il faut raisonner. Tu dis Dybala avec Juventus contre Barcelone, il a gagné le match tout seul. Donc il y a aussi les joueurs pour jouer contre Amiens, il y a combien de temps cette histoire? Et les grands matchs. C'était il y a 2 ans. Hein. Manu Longeon, bonsoir. Bonsoir. Votre position justement sur le deal, est-ce que le PSG peut s'en sortir? Comment est-ce que le PSG peut s'en sortir? Il peut s'en sortir à moindre mal, on va dire, mais pour moi, perdre Neymar pour le remplacer, qui est la tête de gondole du projet, qui était le plus gros transfert jamais réalisé au bout de 2 ans, avec ce qu'il a fait et qui parte maintenant, je ne crois pas qu'on puisse dire que le PSG serait gagnant de cette sortie-là. Après, les éléments font qu'effectivement, un joueur qui ne veut pas jouer, qui boude, qui n'est pas du tout mentalement dans l'optique de jouer, s'en séparer, encore une fois, c'est moindre mal. Mais je ne dirais pas que le PSG peut être gagnant. S'ils veulent le garder, de toute façon, c'est jusqu'au 2 septembre.
Donc au 3 septembre, ce sera terminé, il va jouer. Hein. Et oui, c'est pour ça. Donc c'est pas pour le ça souci. que je pense pas que que ça c'est puisse aussi être le fait que Neymar a véhiculé quand même une image d'un vestiaire qui était pas forcément... Enfin, c'est pas la rigueur qui prime quand on voit le PSG de Neymar. Mais je pense que Leonardo a dans sa tête l'idée de justement reformer un petit peu ça, remettre de la rigueur en place et faire partir Neymar. Pour moi, je pense que c'est pas du tout impossible, quoi. Il y a quand même un petit affolement là, parce que le PSG avait une position très ferme. Voilà, nous, on veut qu'il reste, sauf s'il y a 300 millions d'offerts pour qu'il parte, etc. Là, avec ce qui s'est passé au parc, avec la fracture du public, tout ça, derrière, 2-3 jours après, tu as une grosse réunion avec les dirigeants du Barça que tu mets même que tu exposes aux yeux du grand public. Donc il y a quand même un côté un peu, même si on va négocier, on va continuer à négocier dur, il y a quand même un côté, on est un peu obligé de le faire, alors que dans un premier temps, on avait dit on le fera que si on veut. Eric, Je trouve qu'ils perdent un peu la main quand même, le PSG là-dessus. je saisis la balle au bon. Vous parlez de la fracture entre Neymar et les supporters. On a pu s'en rendre compte au Parc des Princes dimanche. Écoutons justement des supporters qu'a rencontré Brice Ivanovic. C'était cet après-midi du côté du Parc des Princes, à la boutique du Paris Saint-Germain. Un peu déçu. Il a fait une connerie, il a mal parlé. Je pense qu'il fait bien de partir. Mais sinon, vivement que cette histoire se termine parce que ça commence à être un peu lourd. Faut qu'il parte. Là, c'est trop. Soit au Real ou soit au Barça, ça me fait ni chaud ni froid. Maintenant, s'ils mettent ce qu'il faut sur la table, pourquoi pas? On parle d'un échange Neymar avec le Barça à 100 millions, Rakitic et Coutinho. Un petit Coutinho avec un Dybala, ça peut très bien le faire. Si c'est ça, c'est très bien. Bon, la tonalité générale est assez claire. On a beau interviewer qui on veut, les gens sont, les supporters en tout cas sont contre Neymar. Dave, j'ai cherché dans l'histoire des joueurs majeurs des équipes qui sont partis et ce qui a pu arriver. Il y a l'exemple de Papin qui part en 92. L'année suivante, Marseille gagne la Ligue des Champions et c'est arrivé 2 fois à Zlatan du côté de l'Inter et du côté du Barça. C'est peut-être un moyen de se rassurer côté Paris Saint-Germain. Ouais, alors après on peut essayer de faire dire à l'histoire ce qu'elle veut. On peut aussi compter le nombre de joueurs qui sont. Le Brésil a gagné la Copa América sans lui. Ouais. Regarde, Buffon, il est parti de la Juve pour gagner la Ligue des Champions. Ah, mais il n'a pas gagné. Non, bien sûr. Après, on peut aussi compter le nombre de joueurs de grands joueurs qui ont quitté une équipe et l'équipe s'est vraiment cassé complètement la figure. Là-dessus, on pourrait faire des listes aussi. Bon, après, l'histoire, on lui fait dire ce qu'on veut. Vous avez posé tout à l'heure une question. Est-ce que le PSG et notamment le Qatar, qui a cette faculté-là normalement de retenir un joueur, on se souvient de l'épisode Verratti il y a 2-3 ans maintenant, où ils avaient dit tu bouges pas. Assieds-toi, mange ta soupe et tais-toi. Le truc là, c'est la différence, c'est qu'ils se retrouvent pour la première fois face à un joueur dont la marque est supérieure à la leur. Oui. Et elle est là la différence. Et ce qui s'est passé là ce dimanche au Parc des Princes, là ça c'est ravageur parce que quand c'est truc anti-Rabiot, anti-machin, etc., ça reste dans notre microcosme, ça reste un truc franco-français qui intéresse notre chaîne, nos médias, etc. Et c'est déjà bien suffisant. Par contre là, ces images-là, elles font le tour du monde. Quand on sait que l'objectif principal et la fonction principale du PSG et de tous les investissements qatariens sont faits dans une entreprise de communication. Et c'était ça le coup magistral en 2017 d'avoir fait venir Neymar, Mbappé. Et là, ça tourne comme ça. C'est un échec. Enfin, moi, Après, tu parles de fracture. Ça montre aussi aux yeux du monde entier qu'il y a une institution aussi, que les supporters ont de l'importance. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai eu. Après, c'est vrai que... Tu perds beaucoup d'argent dans la soirée, ça fait quand même baisser le considérablement. Bien sûr, évidemment. Est-ce qu'ils ne tirent pas une... Tu perds un peu 80 millions d'euros dans la soirée parce que les supporters, justement, on a disent toujours on revendiqué veut ça. plus. On a toujours dit... C'est très mauvais pour le club. L'institution, le club n'est pas respecté, les joueurs bafouent et tout, machin. Moi, honnêtement, là, je reste convaincu que... Manu Longeon. C'était... Non, mais je t'en prie. Excusez-moi, vous avez fini votre... Non, j'ai pas mis le point. Non, mais ça marque que les supporters aiment leur club et en même temps qu'ils veulent que le club soit respecté par leurs joueurs. Parfait. Manu. Et ce que dit Pierre, justement, par rapport à l'institution, je pense que le fait que les images qui ont fuité hier et tous les retours qu'il y a eu, c'est aussi une façon pour Leonardo et Paris de se faire respecter et de dire on n'acceptera pas n'importe quoi. Et on peut penser même que Leonardo, son retour, peut être jugé par rapport au traitement qu'il va avoir du dossier Neymar, qui est évidemment le dossier le plus médiatique qui soit. Et c'est aussi justement, là où Pierre a raison, une façon de se faire respecter, de dire on est Paris, on n'a pas la même histoire que vous, mais respectez-nous. Ouais, enfin après moi j'entends beaucoup dire le meilleur truc c'est le retour de Leonardo, on s'en fiche et Neymar s'en va. Je trouve que c'est deux choses qui sont totalement incomparables. Évidemment que Leonardo va faire du bien, mais non, mais en termes d'image, je pense que la vraie chance par rapport à ce que disait Dave par rapport au club, c'est qu'ils ont Mbappé.
Mbappé, il y aurait eu que Neymar. Bien sûr. Tu vois, Ronaldo est parti du Real, ça a laissé non seulement un énorme comble sportif, on a vu ce que ça a donné derrière, un énorme trou sportif, et en plus en termes d'image, tu perds ta méga star. Voilà. Là, il y a Neymar, mais Mbappé a pris une telle dimension déjà en 2 ans. À la Coupe du Monde, on a parlé que de lui. Pelé, il s'affiche avec lui, c'est pas avec Neymar, etc., etc. Donc quelque part, ils ont la star de remplacement, ils l'ont déjà. Ce qui est ça et la chance du Paris Saint-Germain, c'est ce qui va leur permettre peut-être de sortir par le haut. Et ça permettra de conserver Mbappé peut-être plus longtemps si Neymar s'en va aussi. Donc ça, pour moi, la donne échange. Après, sportivement, si demain tu récupères 100 millions, que tu règles tes problèmes économiques avec le fair play et que tu prends Rakitic, Coutinho et Dybala, me dis pas que tu seras moins fort qu'avec Neymar qui est un match sur 2 et pas là. Sincèrement. Après, si tu prends pourtant, Dave, visiblement, vous n'êtes pas convaincu de ce qu'avance Yvan. Moi, je crois que Rakitic, c'est quoi ton expression? Il a les ailes qui touchent la piste. Voilà. Je pense que Rakitic, c'est plus tout à fait le même joueur quand même. Coutinho, il a été très très fort à Liverpool, et pas ce Liverpool-là, un Liverpool qui était quasiment... On en parlera tout à l'heure d'ailleurs de Coutinho. Voilà, donc j'attends de voir. Et c'est qui l'autre? Dybala. Bon, Dybala. Tu sous-estimes Dybala. Non, moi j'adore. Non, mais en plus c'est un joueur. Moi j'adore ce style de joueur. Maintenant, je m'aperçois que en équipe nationale, il est carré, et qu'il a fallu que Ronaldo vienne, et il n'a pas eu sa place. Et puis économiquement, si tu prends ces 3 joueurs-là, tes 100 millions, parce que Coutinho, Rakitic, ce sera dans le deal, mais Dybala, ce sera à part, t'en remets déjà 70 ou 80 sur Dybala, donc tes 100 millions, il y en a déjà quasiment plus. Sur le salaire de Neymar, tu payes 3 joueurs. Oui, mais donc en fait, tu vas récupérer quoi? Tu vas récupérer 10-20 millions, économiquement parlant. Par contre, tu disais un truc important tout à l'heure, c'est le temps, le phénomène de temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Neymar, il a bloqué toute l'Europe au niveau des transferts. C'est que Icardi veut aller à la Juventus, mais tant que Dybala n'est pas venu à Paris, Icardi, il n'ira pas à la Juventus. Oui. Higuain, il est demandé par la Roma depuis 3 semaines. La Roma, ils veulent Higuain. Et Higuain, il ne part pas tant qu'il ne sait pas comment ça va tourner virer, s'il peut rester, si Icardi vient ou pas, en résumé. Le Bayern envisage Dembélé, ils ne peuvent pas non plus. Et après, tu as Dzeko qui est stocké à la Roma, qui attend d'aller à l'Inter, parce que Higuain n'est pas arrivé. Et il y a des commissions qui dorment pour l'instant, là, Franck. Vous vous rendez compte? Les commissions, des gens qui travaillent. personne ne les prend. Et puis pas les petites, pas des petites commissions quand tu vois les noms. Mais ça joue en faveur de Barcelone. Parce qu'à un moment, arrivé au bout du bout, le PSG, ou alors ils disent voilà, on va intégrer Neymar et puis on espère que dans un mois, tout est oublié, le mec est sur le terrain, il marque des buts et tout va bien. Sinon, ça joue en faveur de Barcelone. À la fin, si tu arrives au bout du bout, il va falloir que le PSG accepte un peu les conditions de Barcelone. Est-ce qu'on peut pas se dire aussi qu'en vérité, alors on se parle, Neymar est toujours un joueur du Paris Saint-Germain, et s'il se passe rien, il est réintégré le 3 septembre et ils ont un des meilleurs joueurs du monde dans leur effectif. Il sera bien obligé de toute façon de donc, jouer, c'est pas, de faire c'est pas ses catastrophique, ça, stats non? et de faire ses résultats aussi. Bien sûr. Et ça montrera aussi la force du club de dire on a bloqué le joueur. J'aurais été d'accord avec ça si Leonardo n'avait pas accepté de communiquer sur le fait qu'il a reçu toute la délégation du Barça. Enfin, là, il montre vraiment qu'il négocie le départ. Il montre pas. Et imagine, il refuse tout. Il refuse tout. C'est aussi une façon de s'appuyer, de montrer ta force en disant oui, ils sont venus. On a reçu Barcelone. On a dit non. Il y a une telle mauvaise relation avec Barcelone que tu peux aussi les recevoir, les faire tourner et au dernier moment leur dire il vient pas, il bouge pas et tu auras bien carré Barcelone. Là, pour le coup, c'est vrai. Peut-être que Real Madrid peut sortir au dernier moment parce que Real Madrid ils ont pas la si tu communiques bien effectivement à la sortie de cet épisode-là parce que le deal n'a pas pu se faire, mais que tu le tournes à ton avantage, puisque finalement l'histoire c'est quoi? C'est celle que tu écris et celle que tu racontes. Et si eux ils veulent raconter, il faut qu'il reste. Il faut qu'il reste pour ça. On voulait juste entendre pour voir, mais ils n'ont pas du tout mis ce qu'on veut. Et nous, on est bien content de le garder. Là, t'es fort. Là, t'es fort. Mais après, sportivement, il faut voir. Et finalement, c'est peut-être une bonne nouvelle ce qui se passe. Et si tu fais Neymar à Madrid, tu peux garder Mbappé plus longtemps aussi. Parce que Mbappé est convoité par Zidane et Madrid. Et si aujourd'hui tu fais partie Neymar, tu carres Barcelone, Madrid a son joueur, Madrid a l'argent pour payer. Parce que Barcelone n'a pas l'argent pour payer. C'est énorme ce qui se passe. En vérité, je suis plein d'optimisme. Après, on a parlé un quart d'heure, je suis arrivé, j'avais peur de tout. Et là, je suis gaillard comme jamais. Allez, et jingle, contrat par contrat. Bon, on va parler d'un club qui est un peu moins actif sur le marché des transferts, c'est l'Olympique de Marseille qui tourne au ralenti. Yvan Lemay, Florian Thauvin, pour le moment, est toujours un joueur de l'Olympique de Marseille et il devrait le rester malgré l'insistance du club de Valence. En tout cas, l'optimisme prévaut pour André Villas-Boas qui était en conférence de presse et qui est plutôt optimiste. Je pense, oui. Je pense qu'il va être pour la seule raison qu'il n'y a pas plusieurs des clubs qui sont capables de payer ce type d'argent pour un joueur de cette dimension. Alors je pense que si tu regardes bien, évidemment Rodrigo va sortir pour Atlético Madrid, ça semble comme ça. Mais je ne pense pas que Valencia, quand tu vends un joueur pour 50 millions, que Valencia va dépenser 50 millions pour un joueur comme Thauvin. Je suis 900%. 90, pardon. 900.
Pardon. 99% propos recueillis par Nico Schex. Est-ce que Florian Thauvin doit rester à l'Olympique de Marseille, oui ou non? Et puis ensuite, on en parle tous ensemble. Yvan Lemay. S'il doit rester. Est-ce qu'il doit rester? Est-ce que c'est une bonne chose? Et pour qui? Est-ce qu'il lui, pour Thauvin est-ce ou pour- Est-ce qu'il doit rester? Est-ce qu'il doit rester? Non. Pour passer un palier, il doit passer un palier. Pour les Marseillais, il doit rester. Pour le joueur, il doit partir. Voilà. Il n'y a pas de marché pour lui aujourd'hui parce qu'il est blessé et parce que Vous c'est savez que trop c'est oui cher. ou non normalement, Yvan Lemay? Voilà, merci. Vous n'aurez pas la parole, non, je rigole. C'est quoi ta question? Parce que du coup, j'ai oublié. Doit-il rester? Florian Thauvin, est-ce qu'il a intérêt à rester à l'Olympique de Marseille? Voilà, Plutôt oui. d'accord. Plutôt oui. Oui. Non. Ok. Un grand oui. Un grand oui. Pierre Boubi dit non. Pourquoi? Soyez bon, parce que là vous me raillez, mais Je soyez suis un peu convaincant. du même avis Ah qu'Yvan. oui, d'accord. Non, mais c'est après c'est pour sa progression personnelle. Ça fait un moment qu'il est à Marseille. Je pense qu'il a fait le tour, même si il n'a pas fait la même saison qu'il avait fait il y a 2 ans. Mais 18 buts, 9 passes D quand même la saison. non, mais Ouais, il a fait une très bonne saison. Mais le truc, c'est que je pense ça lui ferait du bien de voir un autre championnat, de voir autre chose pour se donner de nouveaux défis. Il a été sélectionné en équipe de France, mais je reste convaincu qu'il peut encore progresser. Et justement, avoir de nouveaux challenges, c'est le meilleur moyen de se fixer de nouveaux objectifs et partir sur autre chose. Je suis surpris qu'il y ait eu autant de oui autour de la table. Parce que ça fait un petit peu qu'il a l'OM, est-ce qu'il n'a pas fait le tour de la question? Moi, je vais peut-être être un peu sévère, mais je pense que tu parlais de niveau. Je me demande s'il n'a pas atteint son pic de niveau, Florian Thauvin. Valence, ce serait trop parce qu'on Non, ne mais parle pas du à Marseille, Real Madrid. comme ailleurs. C'est-à-dire que je pense pas, parce qu'il irait à Valence, il augmenterait encore son niveau. Donc, faut qu'il arrête. Je pense qu'il est au... Non, mais je suis peut-être un peu sévère, mais j'ai l'impression quand même qu'il est au taquet de son niveau. À Valence, il peut se mettre en danger parce que si ça se passe pas super bien, il peut se retrouver très vite sur le banc et compagnie. Il y a quand même l'Euro. J'imagine que comme tous les Français, il espère le jouer. À Marseille, tout le monde l'adore. C'est le joueur phare de l'équipe. Il a des bonnes stats. Justement, c'est dans le confort, ça c'est trop facile. Bah, c'est dans le confort. Mais à un an si, de l'Euro, tu as besoin de confort. C'est facile de se dire qu'on est désiré par son club, qu'on est l'idole, que machin, que truc. Le problème, c'est que c'est super dur de rester aussi longtemps dans un club. Je suis d'accord. Pour un joueur, c'est compliqué. Et moi, je pense qu'il a besoin de ça pour justement retrouver le niveau qu'il a eu et en plus qu'il va dépasser. Et ça serait l'année prochaine, je t'aurais dit oui. Cette année. Ça dépend évidemment des offres qu'il a en face, mais je pense que... Voilà, Il en a pas. c'est ça, c'est pour ça. Doit-il parce qu'il rester est- donc, mais par contre, je suis pas d'accord par rapport au niveau. Moi, je pense qu'il peut encore aller voir un peu au-dessus. Puis c'est surtout contractuellement, lui, s'il doit rester, je crois qu'à partir de l'année prochaine, là, il lui reste que 2 ans. Donc ça veut dire que l'année prochaine, il serait, c'est lui qui déciderait. Il serait dans une position très confortable s'il devait partir au niveau supérieur. Mais c'est encore À mieux. partir du moment où il n'a pas d'offre vraiment supérieure sportivement à Marseille, moi, je trouve qu'il doit rester. Oui. Yvan, mais pourquoi est-ce que Florian Thauvin n'a pas d'offre, en tout cas des difficultés à trouver un club? Parce qu'il l'an passé, il aurait aimé partir également s'il Parce que s'il avait pu. le prix demandé par l'Olympique de Marseille aujourd'hui est plus haut que la vraie valeur aujourd'hui du garçon, mais Marseille veut surfer un peu sur les prix astronomiques. Mais Marseille n'a Incroyables aucune raison de qu'on voit brader un aujourd'hui. joueur, alors que maintenant, dès qu'on fait 3 jours, on vaut 15 millions d'euros. Bien sûr. Le brade pas, mais ils le vendent pas du mais le prix demandé, quand on entend 50-60 millions, aujourd'hui, tu ne trouveras pas preneur à ce prix-là. Après, Marseille, il a installé un niveau de salaire, et tant mieux pour lui, un niveau de salaire où il ne peut pas aller dans des clubs comme Valencia, ou aller à Valencia, ça veut dire gagner probablement moins d'argent qu'à l'Olympique de Marseille. Et bon, les joueurs de foot aujourd'hui, Oui. tu préfères partir dans un meilleur club et gagner plus d'argent que bien sûr. descendre, sauf quand tu as 35 ans, ou enfin, pas pour toi, hein, mais Tu deviens responsable de la. Responsable de la communication. La communication, du marketing Mais digital. Et de la buvette. Ce qui serait bien pour Florian Thauvin, c'est rentrer dans le cadre d'un échange. Par exemple, Sousso aujourd'hui veut sortir de l'AC Milan. C'est un très bon joueur. Les Espagnols sont aimés à Marseille du profil du directeur et du coach. Prendre un garçon comme Sousso et faire partir un garçon comme Thauvin me semblerait bien pour toutes les parties. Ça lui permettrait de passer un palier, de travailler, de voir un autre Faites-le championnat. dire. Ah, mais Je Souzo, suis pas son agent. avant qu'il accepte de venir à Marseille, t'as Oui. intérêt à lui mettre des pilules dans son verre, hein, parce que. On va rester. C'est gentil. Ah non, mais C'est gentil. Souzo, il a rien à, tu vois, il a aucun intérêt à aller à Marseille. C'est pas faux. On va rester je avec crois pas à la l'Olympique Champions League à Milan de non Marseille. plus, Ils vont c'est le à mettre en Espagnol train à de Marseille. Ça vous dérange pas que je fasse mon lancement? Excuse-moi. Il n'y a aucun problème. Juan Miranda est courtisé par l'Olympique de Marseille. C'est le latéral gauche du Barça B. André Villas-Boas, c'est bavard. Il s'est exprimé justement au sujet de ce jeune joueur. Juan est un joueur qui est très bien connu par la direction sportive et un joueur que j'ai essayé de connaître des observations que j'ai fait de l'Euro en U19. Peut-être qu'il y a une possibilité. Dans ce marché de session, c'est l'unique marché qu'on peut encore jouer. Pas trop dans les achats. Achat. Dans les achats.
Et oui, Juan est un joueur que maintenant elle est avec une référence de la direction sportive. Il a du mal à dire le mot achat, André Villas-Boas, c'est normal, Marseille n'a pas beaucoup acheté. Juan Miranda, contrat ou pas contrat? Si vous êtes Olympique de Marseille, est-ce que vous le prenez? Oui ou non? Non. Non, voilà, pas contrat. Contrat. Oui. Contrat. Oui. Contrat, très convaincu, ça fait plaisir. Ça coûte rien. Le méchant, Yvan Lemay, pourquoi est-ce qu'il ne pas? Parce qu'il est pas assez bon, parce qu'il est trop fort, parce que c'est en prêt? Pour deux raisons. La première raison, elle est que prendre un joueur de 19 ans aujourd'hui, alors qu'on a besoin d'un joueur sur Amavi, plus fort qu'Amavi, prendre un joueur de 19 ans, pas forcément, malgré tout le talent qu'il a, il va pas forcément être meilleur qu'Amavi. Et ça, c'est une raison logique et rationnelle et lucide. Et la deuxième raison, c'est que je représente Nice Nkunku, qui est latéral gauche à l'OM, qui est 2000, donc qui a 19 ans, qui est équipe de France, qui pour moi est le futur Ferland Mendy à terme, parce qu'il a des qualités incroyables. Et aujourd'hui, si tu fais venir un joueur de 19 ans de Barcelone, spécialiste des arrières gauche. c'est une belle position pour le mercato, comme les attaquants. Et oui, il y en a peu. Et il n'y en a pas. Et donc, je trouve pas cohérent, alors qu'ils savent qu'ils ont un talent en interne, parce qu'on nous a proposé un contrat professionnel, on a discuté d'un contrat professionnel avec eux, ils savent la qualité du joueur, il a fait toute la préparation des preuves avec eux, Villas-Boas a apprécié les qualités du joueur. À la fin, on fait venir un joueur de 19 ans, alors qu'on a un jeune talentueux de 19 ans. Si Marseille veut faire de la formation et lancer des jeunes, c'était peut-être le moment, encore une fois. Je ne peux pas lire une visibilité de cohérence dans ce choix-là. Hein. Présenté comme ça. Pas évident là. Vous allez vous prendre un passif. Moi, j'avais pas l'info. Je n'avais pas toute l'info sur la réserve au poste de latéral gauche. Après, le fait que. Bon, après, c'est l'agent du joueur qui en parle. Il a du mal à dire c'est une pipe énorme, mon joueur. Pour le coup. Mais aujourd'hui, Nielsen Nkunku, il est regardé par les clubs anglais, les clubs italiens et les clubs français. Peut-être qu'à Marseille, on n'a pas les yeux dans le bon sens, mais les autres clubs l'ont vu. Il y aura une plus grosse commission pour l'agent s'il part à l'étranger, notamment en Angleterre, donc c'est très bien. Non, mais c'est scandaleux ce qu'il dit. Pour le coup, à ma vie, 19 ans ou pas 19 ans, aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde peut concurrencer ma vie. Donc sur le fait de l'âge, ça. C'est dur ce soir, vous. Mais non, mais. C'est Thauvin, à ma vie. Je suis très malheureux pour lui, j'espère qu'il va retrouver son niveau. Mais enfin, à ma vie, on l'a perdu depuis plusieurs mois quand même. Donc aujourd'hui, même un joueur de 19 ans peut potentiellement passer devant Amavi. Et pour le coup, si c'est à moindre coût que Zubizarreta l'a bien vu, il le connaît bien, pourquoi pas? Si c'est un prêt. Là, Marseille, de toute façon, alors, nonobstant le cas de. Comment il s'appelle? Nkunku, Niels Nkunku. Rien à voir avec Christopher, sérieusement. Nkunku avec un deuxième. Ah, d'accord. Donc on suivra un peu sa progression. Mais sur le cas que nous, on connaît, en tout cas, Marseille, on sait qu'ils n'ont absolument pas de denier et que, on l'a vu, ça va être un truc de bricole-tout, ça va être un marché de prêts, de choses comme ça, d'opportunités. Bon, à part sur Benedetto, mais je crois que là, ils n'avaient vraiment pas le choix. C'est plutôt pas mal. C'est quand même quelqu'un qui était convoité, si j'ai bien compris, par la Juve. Ça veut dire qu'il doit avoir quand même 2-3 qualités, ce garçon. Ça veut dire qu'il est aussi supervisé depuis longtemps par Zubizarreta, qui a ses connexions en Espagne, et particulièrement au FC Barcelone. Donc je peux imaginer qu'il rentre quand même quelque part dans une... Je vous sens dubitatif. Non, pas du tout. C'est fou, ça. Non, mais en vérité, même s'il est bon, juste, je me permets, même s'il est bon, il aurait été bon, puis il est en prêt, il n'y a même pas option d'achat. Donc ça veut dire que. S'il est si fort, pourquoi Eric Abidal il est venu nous voir 3 fois en France pour faire la Mendy pour être en concurrence avec Jordi Alba? S'il est si fort que ça, parce qu'il cherche peut-être des gens plus confirmés. C'est peut-être autre chose, ça. Il n'y a peut-être pas encore de niveau. Entre Barcelone et Marseille, vous comprenez qu'il y a un petit delta. Il ne peut pas jouer titulaire à Marseille. Il peut jouer titulaire à Marseille, mais il ne peut pas faire la doublure à Barcelone, selon toi? Ah, peut-être pas. On parle de doublure. Yvan Lemay très bon sur ce dossier. Écoutons Manuel Angeon. En fait, moi j'ai dit oui parce que derrière, l'année dernière en tout cas, derrière Jordan Amavi, qui en plus était en très grande difficulté, il n'y avait personne. Des fois, on a même mis Ousakai, je crois, c'est arrivé qu'on le mette à gauche pour dépanner. Donc moi, le raisonnement était simpliste, c'était ça fait une rotation supplémentaire. Après, est-ce qu'il sera meilleur qu'Amavi? Franchement, je ne le connais pas. Et je ne connais pas non plus le jeune que représente. Non, mais l'intérêt du Barça, puisque Yvan en parlait, l'intérêt du Barça, c'est de faire jouer son joueur. C'est ça. C'est-à-dire que s'il est remplaçant de Jordi Alba, et il sera évidemment remplaçant de Jordi Alba, tout le monde est remplaçant de Jordi Alba de toute façon. Le fait est que ce garçon, il ne va pas progresser. Ils ont besoin de le faire jouer. D'ailleurs, je pense que même l'intérêt, il est plus d'aller à Marseille pour le Barça qu'aller à la Juve, où il sera évidemment là aussi remplaçant. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de club de Ligue 1 espagnol qui l'ait pris, tu vois. C'est quand même plus simple. Mais nous, à Marseille, on est plus intelligents. Mais c'est ça. Ils ont des idées. Non, messieurs, on va quand même pas faire un quart d'heure non plus sur Miranda. C'est l'OM est passionnant. Parlons d'un ex-joueur de l'Olympique de Marseille, défenseur central, c'est Adil Rami qui a été proposé à Toulouse. D'après la dépêche du Midi. Voilà, Toulouse qui a perdu une de ses recrues lors du premier match de Ligue 1. Augustine Rogel, c'était face à Brest. Voilà, l'ancien Marseillais de 33 ans qui serait également suivi par Rennes et par les Tigresses de Monterrey, où on le rappelle, évolue André-Pierre Gignac. Si vous êtes Adil Rami, est-ce que vous allez à Toulouse, contrat ou pas contrat?
Non. Pas contrat, pas contrat, rien. Non, je vais chez les Tigres. Chez les Tigres. Donc pas contrat pour Toulouse. Non. Pas contrat, Pierre Boubi. Ouais, pareil. Pas contrat. Non plus. Pas contrat. Allez, Pierre Boubi. Non, Toulouse, la Ville Rose, la Garonne, Peu de Nougaro, non. Mais si j'ai dans la balance, si j'ai Toulouse et les Tigres, enfin, je vais pas chercher bien loin. Hein, je vais. Vous aimez le Mexique, vous? Bah, j'aime le Mexique. Non, mais c'est pas. On va dire que c'est pas la même ferveur le jour de match non plus. Donc forcément. T'as une grosse ambiance à Toulouse. Moi, je l'ai contacté pour un club de Serie A italienne. Il n'était pas intéressé, donc je présume qu'il doit penser au Tigre ou un club en Turquie pour pas être payé à la fin du mois ou quelque chose comme ça. Mais j'étais assez surpris de sa démarche de ne pas être intéressé par un club de Serie A italien. Il a joué à Milan. Et je ne sais pas s'il a vraiment un projet sportif ou une envie sportive. Je ne sais pas vraiment s'il a encore envie de faire... Moi, à sa place, ce qui me donne envie, c'est plus les Tigres que Toulouse. Ouais. Alors, il envisageait la Major League, on le sait tous. C'était public, il s'en cachait pas. Évidemment, depuis les histoires avec Pamela, peut-être que c'est un petit peu... Selon mes informations, ils sont plus ensemble. Non, selon mes informations, ils sont plus ensemble. Voilà, mais le fait est que cette histoire a peut-être parce que... Il y a 2 clubs à Los Angeles. Aux États-Unis, ça a quand même un retentissement. Peut-être que cette histoire, elle va le suivre. Peut-être qu'il a plus forcément envie de mettre les pieds en Major League, ou en tout cas pas tout de suite, le temps de se faire un petit peu oublier. Le Mexique, quand tu vois ce que vit Gignac, quand tu vois les images de stade, le niveau du championnat d'ailleurs, parce qu'on voit, c'est quand même des bons clubs. Je veux dire, même l'aventure humaine, elle est quand même exceptionnelle. Ça va le suivre aux États-Unis, mais ça risque de le suivre en France aussi, malgré toute la sympathie qu'on a pour Adil Rami. Tout ce qui s'est passé. Je ne suis pas sûr qu'en France, ça soit le meilleur choix pour lui. S'il veut un peu, entre guillemets, se faire oublier quand il a joué au foot, peut-être pas ailleurs. À présent d'un ex-Marseillais. Là aussi, décidément, c'est Mario Balotelli qui est suivi, qui est très proche de Brescia. L'ex-attaquant marseillais, c'est donc libre de tout contrat qui pourrait s'engager après une demi-saison du côté de Marseille. C'est les informations en tout cas de Sky Sport Italia, l'attaquant italien qui devrait y signer un contrat de 3 ans avec un salaire de 2,5 millions par saison. À Brescia, on pourra vivre de manière confortable avec 2,5 millions par an. Contrat ou pas contrat pour Mario Balotelli, si vous êtes à la place du joueur? Pour le coup, j'ai signé un attaquant à Brescia, Florian Ayed, clairement. Donc ça m'intéresse pas trop que Balotelli aille à Brescia. Mais c'est pas la question que je vous ai posée. Donc pas contrat. Allez. Contrat pour lui. Contrat pour lui. C'est sa vie, il est de là-bas, c'est son club, bien sûr. Contrat pour lui, oui. Contrat. C'est toujours contrat ou pas contrat ou contrat. 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 Oui. Ouais. Contrat. Eric Silvestro? Non. Ah bah vous me sauvez la mise là. Pourquoi? Pas contrat parce que certes c'est chez lui, mais c'est ultra décevant. Alors je sais pas si Mino Raiola va négocier pendant 30 jours pour 500 000 € de plus pour Mario Balotelli. Mais alors après, il y a le phénomène de la Serie A qui redevient attractif parce que Nainggolan qui retourne à Cagliari là où il était, alors que ça quand même c'est aussi un joueur d'un certain niveau. Balotelli qui éventuellement retournera à Brescia, enfin sur des clubs pour des raisons personnelles, je crois. Oui, Nainggolan, bien sûr, mais bon, qui sont censés être plus petits, donc la Serie A redevient un peu attractive même pour des clubs un peu moins importants. Après pour Balotelli, enfin, je trouve que c'est terrible comme constat. Ok, Brescia, il se raccrochera au fait que c'est sa ville, et je pense que toute la com va être faite autour de ça. Mais à côté il est en Serie A. À côté de ça, sportivement, ouais, oui, je veux bien. Mais il est en Serie A. Il a quand même encore un petit peu envie, j'imagine, d'arriver en sélection. Oui, mais c'est que le sélectionneur d'observer le championnat italien, c'est un petit peu comme nous avec la Ligue 1. Quoi. On parlera de Ben Yedder tout à l'heure qui fait le choix pour l'Euro de venir à Monaco. Juste après la publicité. Mais ça reste Monaco, tu vois, il va pas à Nantes ou à son faire en France à Nantes. Brescia, Eric, au passage, le Monégasque, c'est quand même le club de Roberto Baggio. C'est le club de Pirlo. Il joue plus, hein. C'est le club de Guardiola. Non, mais c'est un club historique. Je veux dire, c'est pas pim pam poum. Oui, l'histoire. Tu l'as prise celle-là. Non, mais moi je veux bien si vous estimez que Brescia. Non, mais c'est vrai. Manu, vous aviez les mêmes arguments. On peut se dire, vu le talent quand même du joueur. Mais il n'y a personne qui le veut. Les gars, il n'y a personne qui le veut. D'accord, bon, mais c'est un aveu d'échec, non? Il y a 3 jours, Flamengo. Pensez un peu à Flamengo. Alors moi, on peut dire que c'est le Brésil. L'offre et la demande. Moi, je pense simplement que par rapport aux propositions qu'il avait, Brescia était probablement la meilleure offre qu'il ait eue, tout simplement, parce qu'on ne peut pas dire que par rapport à son parcours, il ait eu, lui, ce qui l'intéressait, c'était vraiment les offres et les meilleures possibles. Il a eu Brescia, il aurait voulu tout ça, il l'a pas eu. Voilà. C'est à son niveau, finalement. Très bien, c'est à son niveau, voilà. Martelly est rhabillé, lui aussi. J'ai l'impression que tout le monde se fait défoncer dans l'émission, là, c'est un cauchemar. On revient dans un instant pour parler d'un international français qui est de retour, non pas en France, mais en Ligue 1, puisqu'il va évoluer à Monaco. Reste avec nous tout de suite.
de retour dans l'équipe Mercato avec une bande joyeuse en ce... Quel jour on est? Mercredi. En ce mercredi. Eric Silvestro de la radio RTL, Pierre Boubi qui travaille, donc on l'a rappelé, à Orléans, il est responsable de la communication, du marketing, du digital et des réseaux sociaux. Manu Longeon de Yahoo Sport, Dave Apadou de France Football, c'est beaucoup plus simple à dire, ainsi que Yvan Lemay, agent de joueurs. On va parler maintenant de Wissam Ben Yedder, c'est le bleu du jour, jingle. Oui, c'est l'information de la journée. Le contrat de 5 ans pour Wissam Ben Yedder qui arrive en provenance du FC Séville pour 40 millions d'euros. Chassé croisé puisque Ronny Lopez, l'ex-joueur de l'AS Monaco, lui va arriver du côté de Séville, l'ailier pour 20 millions d'euros. Wissam Ben Yedder est arrivé en principauté. Regardez les premières images de l'attaquant dans son nouveau club. Club de son enfance, ça tombe bien donc pour Wissam Ben Yedder qui donc à 29 ans revient en Ligue 1 après avoir évolué à Toulouse. Est-ce un recrutement inespéré pour l'AS Monaco, l'arrivée de Wissam Ben Yedder, oui ou non? On débat. Inespéré, non. Inespéré, non. Non. Inespéré? Non. Problème dans la question. Parce que quand t'as l'argent, tu peux avoir de l'espoir. D'accord, très bien. Pierre Si, Boubi, moi je vais dire oui, moi. un homme intelligent. Il est sympa, Un homme intelligent. Moi, je vais même te dire que c'est un petit miracle. Ah bah voilà. Là, il y a un supporter. Alors, non, Ça, c'est à Monégasque, c'est pour très ça. franchement, Eric Silvestro, qu'on ne peut pas suspecter d'être anti-Monaco. Ah non. Pourquoi est-ce que c'était inespéré donc de voir Wissam Ben Yedder revenir dans ce club-là qui ne dispute pas de Coupe d'Europe? Parce qu'on l'a suffisamment souligné sur ce plateau. Monaco a fini 17e de la saison dernière. Monaco a failli aller en Ligue 2. Monaco ne joue pas de Coupe d'Europe. Monaco les joueurs sont un peu méfiants par rapport au projet monégasque. Alors certes, évidemment, il reste l'argent. Quand ils veulent le sortir, ils le sortent. Et c'est le cas pour Ben Yedder. Enfin, Ben Yedder, on parle d'un joueur qui était quand même meilleur buteur de Séville, qui a brillé en Coupe d'Europe, qui a brillé en Liga, qui était annoncé un peu partout. Alors lui aussi, peut-être, il attendait des offres qu'il n'a pas eues à l'arrivée. Qu'on le retrouve à Monaco, certes pour 40 millions, mais quand tu vois les prix pratiqués aujourd'hui, c'est cher, mais c'est pas non plus totalement surpayé. Donc je trouve que là, pour le coup, les dirigeants monégasques, on verra si ça marche ou pas sportivement sur le terrain, mais ils ont réussi un super coup. Et si on avait dit il y a 15 jours Monaco va faire Ben Yedder, je pense que beaucoup de monde aurait rigolé. Donc ils ont quand même très très bien manœuvré sur ce dossier. Juste les statistiques de Wissam Ben Yedder, 4e meilleur buteur de l'histoire du FC Séville, c'est pas rien, qui s'est illustré, notamment en Coupe d'Europe ces dernières saisons. Vous voyez, c'est 14 matchs, 10 buts en Ligue des Champions, 8 matchs en autant de buts en Europa League. C'est quand même conséquent. C'est-à-dire que le 17e de Ligue 1 réussisse à faire venir Wissam Ben Yedder qui était titulaire à Séville. Non, mais expliquez-nous pourquoi, Dave. Mais parce que d'un débat à l'autre, Eric change de position. C'est-à-dire que sur Balotelli, il nous a expliqué que Monaco, certes, Monaco a fini 17e, mais c'est Monaco. Évidemment que c'est Monaco. Ah bah oui. Évidemment qu'il n'atterrit pas à Toulouse, pour le coup, qui était son ancien club. Il atterrit à Monaco. Monaco, en fait, il y a une saison qui s'est mal passée, c'est la saison dernière. Mais l'ensemble du projet monégasque, c'est un projet qu'on a vanté à peu près dans toute l'Europe. Ensuite, Ben Yedder, tu m'expliques. Monaco a les finances, largement pour le faire venir. C'est le seul club hors PSG qui peut faire venir un Ben Yedder avec ses prétentions. Lyon peut aussi. Ouais, le niveau de salaire que demande Ben Yedder, c'est pas tout à fait la grille de Lyon. Admettons même qu'il puisse la péter. Mais en tout cas, Monaco, c'est largement dans ses cordes. Tu me dis que, puisqu'il y a un autre nom qui sort, si tu me dis que Matuidi, pour le coup, qui lui est titulaire en équipe de France, titulaire à la Juve, donc titulaire dans le champion du monde et une des meilleures équipes d'Europe, arrive à Monaco, là je te dis c'est inespéré. Ben Yedder, c'est quelqu'un qui a besoin de consolider sa place à l'Euro, donc d'être vu par Didier Deschamps. Et évidemment, on sait qu'un doublé, un triplé dans un match en Ligue 1, ça a plus de retentissement que la même chose en Liga. C'est comme ça. Ah bon. Et en Ligue des Champions, évidemment. Le fait est qu'on suit beaucoup plus la Ligue 1 et le sélectionneur, qu'on le veuille ou non, Didier Deschamps, il adore la Ligue 1. Il sait combien c'est dur de s'imposer en Ligue 1. Il habite pas loin. J'espère que c'est pas un critère, mais bon, j'espère que c'est pas un critère, mais il habite pas en loin. tout cas, il pourra le voir sur commande, à volonté, etc. Donc moi, je trouve pas que ce soit inespéré. Est-ce que c'est un très bon coup pour Monaco? Pour ça que Silibé est en bleu. Inespéré, non. Moi, je suis pas d'accord. Yvan Lemay, agent de joueur, de loin, ça peut paraître un choix surprenant. Que Ben Yedder vienne à Monaco, vous en conviendrez ou pas? Pour le joueur. Oui, c'est ça. Le joueur, il a pas eu. Qu'est-ce qui l'a motivé? Le joueur, il n'a pas eu sur le marché aujourd'hui ce qu'il espérait. Il a un profil atypique de joueur de futsal, malheureusement, qui lui colle. Il n'a pas un gros gabarit. Aujourd'hui, on cherche plus des Mandzukic, des joueurs costauds. Il est international français, quand même. Oui, mais aujourd'hui, il a 29 ans. Et 29 ans à 40 millions avec le profil qu'il a, c'est pas un joueur pour l'Angleterre, pas un joueur pour l'Allemagne, pas un joueur pour l'Italie. C'est un joueur pour l'Espagne. Il a fait en Espagne, mais il ne peut pas aller plus haut en Espagne. Donc, qu'est-ce qui lui reste? Le Rocher, Monaco, voilà, c'est bien, c'est certainement un choix sûr de Monaco de miser sur lui, parce que tu sais ce qu'il va faire et ce qu'il ne va pas faire. Après,
À la place de Monaco, je me battrais plus sur des dossiers comme Mandzukic, on en parlait, comme Icardi. Enfin, Monaco a l'argent pour aller chercher des dossiers quand même plus haut que Ben Yedder. Après, avec pour vous, c'est pas si bien que ça. Avec la écoutez défaite de ce week-end, je pense qu'ils se sont pris une grosse claque, de la peur. Et quand on a peur, on provoque des choses. Et je pense que la claque reçue contre Lyon le week-end dernier a fait qu'ils ont voulu accélérer, se rassurer, parce que je ne suis pas convaincu que ce soit un investissement intelligent pour un club qui achète des joueurs pour les revendre. Tu disais Lyon ne mettra jamais 40 millions sur un mec de 29 ans. On leur a suffisamment reproché justement de ne faire que ça. Là, ça dénote quand même une certaine réflexion. Parce qu'ils se font peur aujourd'hui. Ils ont des profils de forte revente potentielle. On verra si Pellegrini, par exemple, 18 ans, l'attaquant italien qui n'a toujours pas vraiment enchaîné 3 matchs parce qu'il est tout le temps blessé, mais il a un gros potentiel. Donc là, ils ont ça déjà. Et là, ils prennent quelqu'un qui a besoin de marcher tout de suite. Et je trouve que, pour le coup, la réflexion est intéressante. Parce que l'année dernière, ils ont pêché un petit peu parce qu'ils ont presque fait l'excès inverse. C'est-à-dire qu'à un moment, le projet, il a longtemps tenu parce que tu avais des Falcao, Glick, tu avais un Glick énorme, au milieu tu avais Moutinho, et tout ça tu pouvais encadrer les autres. L'année dernière, c'est presque une équipe de Gambardella qui s'est retrouvée entre elles, quoi. Donc c'est bien de remettre un peu d'expérience. Donnons la parole justement à Wissam Ben Yedder qui s'est exprimé à l'issue de après son arrivée à l'AS Monaco. J'ai senti une volonté forte de la part du club de me faire venir. J'ai choisi Monaco car je crois dans ce projet. Je suis déterminé à faire tout mon possible pour aller au bout de nos ambitions communes. Je viens avec l'intention de prouver comme toujours mes qualités et avec l'envie de franchir un nouveau palier. Manu Longeon, est-ce qu'avec Ben Yedder, notamment, Monaco peut rêver, espérer, je ne sais pas quel terme il faut utiliser, le podium? Je ne sais pas. En tout cas, ils sont bien plus forts qu'avant. Est-ce qu'ils peuvent rêver au podium uniquement avec Wissam Ben Yedder? Non. Mais par contre, si on fait les noms dont on parle, si on fait par exemple Matuidi, si on fait Mandzukic et si on fait encore un autre milieu, on parlait de Bakayoko, là tout de suite, ils vont plus combattre dans la même catégorie. Donc Wissam Ben Yedder est un super choix, maintenant inespéré. Quand tu es capable de proposer 60 millions à Icardi, tu peux pas dire que c'est inespéré de prendre Wissam Ben Yedder. Regardons le tableau des arrivées en Ligue 1. C'est un parti pris, on a choisi les plus gros transferts de l'été, du côté du Paris Saint-Germain, du côté de Bordeaux également avec Laurent Koscielny, voilà. Donc non, c'était pas ce tableau-là auquel je pensais, le tableau de toutes les arrivées de la Ligue 1 avec les recrues notamment du Paris Saint-Germain qui ont fait venir Ander Herrera, qui ont fait venir Idrissa Gueye, Sarabia. Du côté de Lille, on a été actif également à Lyon, et donc on va en reparler tout à l'heure du mercato lyonnais. À Marseille, est-ce que c'est pas la plus belle recrue de cet été, Wissam Ben Yedder? Hors de ce groupe-là, tu veux dire? Même en comptant ça? Oui, même en comptant ça. Je suis pas loin de le penser. Franchement, pourquoi? Parce que Ben Yedder, c'est quelqu'un qui, à Toulouse, dans une équipe qui jouait pas beaucoup au football, faisait des stats quand même assez incroyables. Minimum 15 buts tous les ans. Avec son gabarit, et encore une fois, avec une équipe qui jouait au football, c'était en option. Tu vas en Espagne, tu t'imposes. Et tu t'imposes en championnat, mais tu t'imposes aussi en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions. Il a fini combien? Avec 10 buts une saison, je crois que c'était il y a 2 ans, il a marqué une dizaine de buts en Ligue des Champions. C'est pas rien. Donc ça veut dire que tu as une garantie chez ce garçon-là qui peut marquer à peu près dans n'importe quelle configuration. Ce qui pour moi est une surprise parce que compte tenu de son gabarit, compte tenu de son style de jeu dont parlait Yvan, moi j'avais l'impression qu'il fallait quand même un minimum de conditions pour le faire briller. On a toujours cette idée-là sur Ben Yedder, mais Ben Yedder en Espagne il marque et à Toulouse il a marqué. Donc moi je peux imaginer qu'à Monaco il va te les mettre les buts. Donc moi je trouve que c'est un bon choix. Pierre Boubier, est-ce que vous rejoignez l'avis de Dave sur la prise d'envergure de l'AS Monaco? Moi, là où je le rejoins, c'est sur les qualités qu'a Ben Yedder et que de toute façon, ce sera entre 15 et 20 buts cette année, ça c'est une certitude. Et moi, je pense que le profil est très très bien ciblé parce qu'ils ont une équipe qui peut pratiquer un beau football, qui peut aller dans la surface en produisant du beau jeu et en allant vite vers l'avant. Avec leurs 2 joueurs de côté, ils ont Golovin derrière, il y a quand même du monde pour produire du jeu et puis aller vite vers l'avant. Et Ben Yedder adore ça. Il va se déplacer, il va toucher le ballon, il va être dans une surface, une gâchette. Et les ballons dans la surface, il les aura quoi qu'il arrive. Et le petit jeu, le petit espace, c'est là où il maîtrise le plus. Donc moi je suis convaincu qu'il va faire une grande saison. Et qui va faire beaucoup de bien. Le mot de la fin pour Eric. On en parlait tout à l'heure, mais il faut juste un milieu défensif. Parce que s'il n'y a pas de milieu défensif qui arrive dans cette équipe, ça va être une catastrophe. La défense centrale, qui est très fragile, ne sera pas protégée. Et tout le boulot qui sera utile pour justement les Gelson Martins, les Onyekuru, les Ben Yedder, éventuellement Falcao s'il reste ou un autre, ça va être inutile. Il faut absolument un milieu défensif pour équilibrer cette équipe. Si un milieu défensif, que ce soit Bakayoko, Matuidi ou un autre, arrive costaud au milieu, cette équipe, elle pourra peut-être faire parler d'elle. Yvan, il leur manque peut-être un défenseur, Adil Rami, non?
Non. Adil Rami à Monaco, avec l'âge qu'il a, pour jouer avec Glick, Vous voulez pas jouer en Italie? on serait pas trop à l'aise. Il sera à la frontière, là. Parle de Ça. Rougani. Ça. Et quel était le club italien? Vous l'avez proposé? Au Milan AC, la Juve? La Juve, peut-être Non. pas. Brescia? Brescia. Ça s'est joué Ah, entre- Brescia. Brescia. Ça serait Ah, mais joué vous voulez entre- mettre tous vos joueurs à Brescia? Non, mais Très bien. quand on sort de la saison qui est la fête, on n'a pas l'AC Milan, et encore que même l'AC Milan aujourd'hui, qui n'est pas du standing dedans, qu'est-ce que vous voulez qu'il ait comme gros club aujourd'hui? Mais je croyais que Brescia, Donc c'était un gros club Adil pour Balotelli. Rami à Brescia, c'est pas signé, mais nous on va s'intéresser justement aux deals qui sont faits là. C'est le jingle, c'est signé. Défenseur central, justement, français et international, c'est Eliakim Mangala qui est de retour du côté de Valence en Espagne. Lui qui avait déjà évolué dans ce club, il est arrivé libre de tout contrat en provenance de Manchester City et a fait un contrat de 2 ans avec le club espagnol. Une réaction rapide sur le retour, Manu? Bah, il redevient joueur de foot parce qu'il ne jouait pas ces derniers temps. Il était blessé. On pouvait même très clairement se poser la question de savoir s'il était toujours apte, puisque son nom avait été évoqué à Porto. Ben, là, il va rejouer au foot, tant mieux. Rami Bensebaini s'engage du côté donc du Borussia Mönchengladbach, l'arrière gauche de l'ex-arrière gauche du Stade Rennais, qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec l'Algérie, donc qui s'est engagé avec l'équipe allemande, qui a déjà recruté cet été Marcus Thuram. Il s'intéresse de près à la Ligue 1. Il était arrivé donc en Ligue 1 en 2015 à Montpellier sur une grosse saison avec en poche une Coupe de France, donc je le disais, et la Coupe d'Afrique des Nations. Le transfert estimé à 10 millions d'euros. C'est plutôt bien vendu, non, pour Yvan Lemay, agent de joueur? Oui, c'est une bonne vente. Après, c'est un club qui a un peu d'argent quand même, Mönchengladbach. Donc je pense qu'ils auraient pu obtenir un petit peu plus. Je suis d'accord. Parce qu'ils viennent souvent sur le marché français. Ils ont pris pas mal de joueurs, encore Pléa la saison passée. Et c'est un beau club, c'est une belle maison, un gros stade. Et lui, j'ai hâte de voir s'il peut franchir un palier. Parce qu'il m'a agréablement surpris. 24 ans. Vraiment très intéressant comme joueur. Très rapidement, Pierre. Non, j'aime beaucoup, je suis content parce qu'il est, il est dans dira. sa progression, son plan de carrière est plutôt bien. Mönchengladbach, c'est un club qui fait évoluer les joueurs. Les Français aiment bien ce club, donc c'est. Sachant qu'il peut être les deux, lui, hein, central et Moi, latéral. j'aime beaucoup. À la base, il est même central. Moi, j'aime beaucoup comme joueur. Et on va terminer cette rubrique C'est signé avec un transfert qui va intéresser Manu Longeon, puisque c'est Montpellier qui a enfin trouvé son gardien de but, Geronimo Rulli, donc qui est prêté à la Real Sociedad, qui va remplacer donc Benjamin Lecomte, argentin donc de 27 ans, prêté pour une saison. Avec option d'achat. C'est une vanne, très heureux d'être ici, puisqu'on sait qu'il ne voulait pas venir. Non, il alors a fait une déclaration justement en disant que c'était pas vrai ce qu'avait dit la presse espagnole, que c'est lui qui avait décidé. Je crois de que c'est venir. l'ironie. Hein. Voilà. C'est la faute à suivre. Ça ressemble pas à Bertrand, l'ironie. C'est de la faute des journalistes, ça vous colporter de mauvaises informations. Nous, on va revenir rapidement dans un court instant. On va parler notamment de Coutinho, peut-être le remplaçant de Neymar, et du mercato de l'Olympique Lyonnais qui est actif. Le dernier à arriver, c'est Jeff Rennes. Adélaïde, à tout de suite, reste avec nous. De retour dans l'équipe Mercato pour la 3e et dernière partie de cette émission avec Yvan Lemay. Travail. De faire un transfert. C'est dossier, c'est pas beau, j'ai fait exprès. Agent de joueur et notamment de Ferland Mendy. D'ailleurs, juste une petite question. Ferland Mendy s'est blessé fin juillet à la cuisse. Comment va-t-il? Rien de grave, il revient. C'est une préparation. Vous savez, tous ces voyages, là, on voit beaucoup de joueurs blessés, de grosses blessures. Ils vont tous faire des tournées en Asie, des tournées aux États-Unis, et ils reviennent, ils ont tous un tiers de l'équipe de blessés. Il s'est fait mal, rien de bien méchant, et il sera là. Très bien. Dave Apadou de France Football est là, jamais blessé. Quelqu'un de fiable, quelqu'un de solide. Manu Longeon de Yahoo Sport également est présent avec nous. On le remercie. Pierre Boubi qui est responsable évidemment de la communication, Qui fait pas les mêmes déplacements que les. On ne fait pas de tournée en Asie, mais on se tape des heures de bus. Et des réseaux sociaux. Pour le compte d'Orléans. Et quelqu'un qui s'occupe pas de j'arrive même pas à la mettre dans le poche tellement elle est grande. Eric Silvestro de France Football. Il y a du vélo en ce moment. France Football. Ah, mais il y a un transfert. Recrue Mercato. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu l'envoies à France Football. Moi, je serai de RTL. Si t'as mon contrat, mille excuses de Utah, c'est pas drôle du tout. Et puis donc à 15h35, le Tour de Burgos. Ça, c'est du côté du cyclisme, mais il y a également du triathlon sur la chaîne L'Équipe. Demain, à partir de 11h30, avec le test event, l'épreuve dames avant les Jeux Olympiques. Donc c'est l'épreuve qui prépare les Jeux Olympiques qui auront lieu la saison prochaine, l'été prochain, du côté de Tokyo. On va écouter Benjamin Maz, le directeur technique national.
Et une fois n'est pas coutume, le buzz du jour concerne le Paris Saint-Germain. On a parlé de Neymar assez longuement de la première partie de l'émission et on cherche évidemment à savoir qui pourrait être le successeur de Neymar. Coutinho, le petit couteau suisse, ce serait lui qui pourrait arriver du côté du Paris Saint-Germain si le deal se faisait avec le FC Barcelone, en contrepartie évidemment d'argent en plus donc de Coutinho. Est-ce que Coutinho serait le remplaçant idéal de Neymar? Oui ou non? Oui ou non? Non. Non? Non. Non? Non plus. Non plus? Oui. Oui, mais voilà. Non, non. Avant d'écouter Pierre, je vais le laisser se nourrir des arguments de ses petits copains. Je vais écouter Dave, qui pourtant apprécie le joueur. Ah, j'aime beaucoup Coutinho. Je pense que évidemment sa saison à Barcelone a été compliquée, mais elle peut l'être. Il y a des joueurs qui ont parfois eu un temps d'adaptation. Zidane, sa première saison à la Juve n'avait pas été formidable. Il a mis du temps à s'habituer, nouveau championnat, nouvelles exigences. Maintenant, on parle de remplacer juste Neymar. les stats de Coutinho lors de la dernière saison, effectivement, 11 buts seulement. C'est un peu décevant évidemment par rapport à ce qu'on attendait de lui. Voilà, c'est pas ridicule. Il a marqué aussi dans certains grands matchs quand même, mais c'est vrai que c'était un petit peu décevant. Maintenant, on parle de remplacer Neymar, c'est-à-dire que de remplacer potentiellement un des 3 meilleurs joueurs du monde, bien sûr avec le manque de fiabilité, etc. On est bien d'accord. Mais le fait est qu'on parle de ça. Et que si seul Coutinho vient remplacer poste pour poste Neymar, il me semble que ça va être trop court. Parce que Coutinho n'a pas cette aura, n'a pas cette capacité à prendre une équipe comme celle du PSG sur ses seules épaules, comme pouvait le faire Neymar. On se souvient l'année dernière, Neymar en phase de poule, quand ça tournait chocolat pour le PSG, à un moment c'est lui qui prend les clés et qui dit bon, passe-moi ça, je vais te le faire le truc. Et quasiment à lui seul, il te retourne le truc et le match contre Liverpool, c'est un sommet pour moi. Donc voilà, et on parle de Liverpool, futur champion d'Europe. Et moi, je ne vois pas chez Coutinho cette capacité-là. Alors Coutinho plus d'autres joueurs en soutien, on a parlé de Dybala, peut-être aussi au milieu, peut-être renforcé et évidemment à latéral droit. Si tu te renforces, tu restructures un tout petit peu ton équipe, tu la resolidifies là où tu as perdu du génie, peut-être. Mais seul Coutinho, je ne crois pas. Pierre, pourquoi est-ce que vous avez des arguments différents? Vous avez un... Parce que je pense simplement que s'imposer au Barça, c'est compliqué pour beaucoup de joueurs. C'est un club qui est très fermé, où il est difficile de s'imposer si on n'a pas l'aval de ceux qui y sont déjà depuis 100 ans. Donc c'est compliqué, mais moi j'y crois en fait. J'y crois parce que je me rappelle tellement de son année à Liverpool que je me dis que s'il l'a fait, il peut le refaire. Et arriver dans une équipe qui, comme tu le dis, le PSG est en train de se structurer, ça devient équilibré au niveau du 11. Pour moi, c'est très cohérent ce que fait Tuchel depuis qu'il est arrivé. Je suis convaincu qu'en fait, il pourra bonifier et le jeu et lui se bonifier avec les joueurs qu'il aura autour. Je suis convaincu que ça peut prendre et qu'il peut être performant. Peut-être pas et sûrement pas au niveau de Neymar par rapport au stade qu'il avait, mais je pense que ça peut. C'est pas quelqu'un qui a peur des gros matchs et qui peut être décisif sur la Ligue des Champions en tout cas. Le remplaçant idéal pour moi, c'était arriver à faire Griezmann. Si Griezmann ne s'engage pas au mois de mars avec Barcelone et que tu as le problème avec Neymar au mois de juin, tu es toujours à temps de faire Griezmann cet été. Ça, c'était le remplacement idéal. Joao Félix, qui est pour moi un phénomène, était un remplaçant idéal et qui fait une préparation incroyable. Dybala, que notre ami Dev sous-estime, mais qui était un top player, un fourré classe. Qu'est-ce que vous voyez de différent justement entre Dybala et Coutinho? De si différents? De si différents. Coutinho, il lui manque l'intensité. C'est-à-dire qu'on va retomber encore dans un problème de... Il a mis la Wi-Fi, il n'a pas mis la Wi-Fi. C'est problématique. Comme Pierre Bobby. Et Dybala est gaucher aussi. Et Dybala est gaucher. Et oui, Dybala a un pied incroyable, c'est un compétiteur. Dybala fait la différence dans les grands matchs. Coutinho, il passe aussi souvent au travers des grands matchs. Et moi, ce qui m'exaspère à ce niveau-là, à ce niveau de tarif, à ce niveau de prix, c'est quand les types ne sont pas sur le terrain connectés, quoi. Et souvent, Coutinho n'est pas connecté, que ce soit Liverpool, que ce soit Barcelone. Ça, c'est un joueur de talent. Et quand je dis, si tu fais Coutinho, Dybala, Rakitic, pour moi, tu seras plus fort qu'avec seulement Neymar. C'est le cas. Mais Coutinho lui-même, non, tout seul, non, 1 pour 1, non. Eric Coutinho, si on l'envisage dans l'effectif du Paris Saint-Germain, à quel poste? Voilà, alors il a pour. Et d'ailleurs, on va voir les compositions d'équipe, parce qu'on a bossé quand même depuis 8h ce matin. Il a pour lui, et je trouve que l'infographie qu'on a entreaperçue tout à l'heure le montre bien, il a pour lui ce côté couteau suisse. Il peut jouer dans un milieu à 4-3-3 à gauche. Ça, c'est ce qu'on voit. Il peut jouer voit dans un 4-2-3-1 en numéro 10. Il va arriver. Et il peut jouer en 4-4-2 sur le côté gauche. Donc ça, c'est vrai que Tourelle, qui aime bien aussi régulièrement changer de système, ça peut être utile. Après, pour moi, le vrai remplaçant de Neymar, on peut dire ce qu'on veut, c'est Mbappé. Entre guillemets, vous comprenez ce
ce que je veux dire, c'est que c'est lui qui va prendre toute la lumière, c'est lui qui est capable de porter, c'est lui la star de demain. Donc, bon, à partir du moment où on décide que c'est Mbappé qui prend toute la lumière, pourquoi pas un joueur qui, en fait, sera plus là pour faire briller Mbappé qu'être lui-même le joueur qui brille. Mais je rejoins Yvan sur le fait qu'à mon avis, Dybala peut être plus décisif, il a cette soudaineté et il a en effet ce pied gauche qui est capable de frapper des moments un peu différents, un peu incroyables. Et je l'imagine bien à terme d'ailleurs, très bien tourné autour de Mbappé quand Mbappé arrivera plus dans l'axe, parce qu'à mon avis, le problème Cavani se posera à un moment ou à un autre dans la saison. Dybala, il a l'air plus dur que Coutinho. Donc Dybala a un côté qui, à mon avis, sera plus adapté. Après, Coutinho, bon, ben voilà, il a ce côté couteau suisse qui est pratique. Manuel Longeon, vous aussi, vous préférez Dybala à Coutinho? Dybala, je le vois parfaitement, mais plus haut déjà que Coutinho, derrière les deux de devant. Oui. Mbappé et Cavani. Et Coutinho est plus en retrait. Quand il joue, et Dybala, moi, derrière les deux attaquants, pour moi, ça serait un très bon choix. Meilleur que Coutinho. Pour moi, c'est là qu'il est le meilleur, mais il joue même pas trop ailleurs, en fait, Dybala. Non, mais c'est ce que je veux dire. Coutinho, c'est pas là où il joue. Coutinho, il joue pas juste derrière. Je suis pas sûr qu'il joue avec deux attaquants. Quel est le meilleur poste de Coutinho? C'est ailier gauche, c'est numéro 10? Pour moi, oui, c'est c'est à vous que je pose la question. 8, enfin, soit milieu relayeur, à 3 soit milieu à 3, un peu plus haut en 8 en relayeur ou alors en 10. Mais si on veut un 10 pur pour jouer derrière l'attaquant, là, il faut prendre Dybala, il n'y a pas de question à se poser. Et aujourd'hui, Sarri l'essaye avec la Juve, en ce qu'ils appellent en faux neuf en Italie, en neuf de mouvement. Et en 9,5 en mezzapunta, ils disent. Et tu le mets derrière Mbappé. Mais d'ailleurs, c'est même mieux en mezzapunta, comme ils disent les Italiens, en 9,5 avec un seul attaquant. C'est-à-dire qu'en fait, il sert presque de deuxième attaquant. Si tu mets deux attaquants, Cavani et Mbappé dans l'axe, plus Dybala derrière, ça veut dire que tu poses problème pour Di Maria, tu poses problème pour d'autres. Donc, faut savoir que Klopp n'avait pas pleuré non plus quand ils ont perdu Coutinho, très bien vendu pour le coup en plus, mais sportivement il n'avait pas complètement pleuré. C'était 120 millions d'euros plus 40 de bonus. Voilà, donc c'était bien, énorme. très bien vendu évidemment, mais sportivement il n'avait pas complètement pleuré parce que effectivement avec Coutinho tu devais presque faire un choix. C'est-à-dire son positionnement qui posait un tout petit peu souci, est-ce que c'était dans le cœur du jeu, est-ce que c'était plus haut, mais alors est-ce que c'était un peu à gauche, un peu à droite. Coutinho au moins dans l'équation, si tu veux, les rôles étaient bien répartis. Salah, Firmino, Mané à gauche. Tu n'avais plus de questions à te poser, tu avais plus à remodeler ton équipe. Je ne dis pas qu'il était content de perdre Coutinho, je dis juste qu'en fait ça clarifiait les postes. Coutinho, c'est un joueur tellement hybride comme ça que parfois, tactiquement, ça peut être compliqué d'organiser le jeu autour de lui. Et puis si tu prends Coutinho, je vois pas l'intérêt de Rakitic par exemple, parce que si tu joues en milieu à 3, t'as Gay, Verratti, Coutinho, donc Rakitic, tu sais pas le mettre. Si tu joues avec 2, ce sera Verratti ou Gay ou un autre, avec après 3 joueurs offensifs. Donc le Rakitic devient un nouveau problème en fait. Ou tu prends que Coutinho et de l'argent, ou alors tu prends de l'argent Rakitic et Dybala. Mais Coutinho et Rakitic, je vois pas bien comment tu peux les imbriquer les uns avec les autres. Ma question est valable pour Coutinho, mais également pour celui qui arrivera si ce n'est pas lui. Est-ce qu'il peut ne pas y avoir un poids trop important à porter d'être d'une manière ou d'une autre, ça sera le remplaçant de Neymar. C'est peut-être pas dans les faits, mais... Je pense que le poids, ouais, je suis d'accord. C'est Mbappé qui va le prendre déjà, qui va prendre toute la lumière et du coup, forcément, en enlever un peu à celui qui succédera à Neymar. Mais ça redonnera un peu de gaz à Cavani aussi. Et ça redonnera un petit peu de gaz à Cavani aussi. Et au sujet de Paulo Dybala, je vous entends, il est déterminant dans les grands matchs. Hormis, moi, le souvenir que j'ai du doublé qui marque contre le FC Barcelone, vous l'avez souvent vu contre Monaco en 2000, c'était bon. Après Tottenham aussi. Sauf à considérer que Monaco c'était pas un grand match, c'est une demi-finale. C'est Higuain qui pour une fois avait fait un bon match dans un grand match. Le championnat italien, c'est un joueur qui a des statistiques et marqué. L'an passé, il a marqué 5 buts en Serie A. Sinon, on n'en parlerait pas à Paris Saint-Germain, il resterait à la Juventus. Il a été en difficulté la saison passée, comme beaucoup de joueurs sont en difficulté, comme Neymar est en difficulté la saison passée. Avec une raison très simple, c'est que Ronaldo est arrivé. Ronaldo arrivé, il a souffert de l'arrivée de Ronaldo. Autour de Ronaldo a pris l'espace. Non mais évidemment, on pense à Dybala à son âge parce que c'est tout frais, donc mais il y a eu le problème Ronaldo. Enfin, le problème, c'est pas un problème pour la Juve, mais pour Dybala, ça a été un problème. On a tout fait en fonction de Ronaldo. Et quand tu fais tout en fonction d'un joueur, évidemment, pour d'autres, ça peut être plus compliqué. Dybala, s'il vient à Paris, ce sera pas comme avec Ronaldo, tu vois. Autre argument alors, je tente ma chance. Il est remplaçant en sélection argentine aussi. Ouais, la sélection argentine, pour moi, ça veut rien dire. Agüero aussi. Bertrand, Agüero aussi remplaçant en sélection argentine. Très bien. Donc en fait, quand il est pas bon, c'est jamais de sa faute. Non, et quand il est bon, c'est parce que c'est un génie. Le talent, tout le monde lui reconnaît. Le talent, tout le monde lui reconnaît, mais c'est vrai que par exemple, au départ, quand Matuidi arrive à la Juve, il était remplaçant et c'était Dybala aussi qui jouait. Et après, c'était Allegri qui avait revu son système et qui avait mis Matuidi. Et petit à petit, il a sorti Dybala. Donc Dybala, c'est aussi important pour lui de rebondir et de trouver justement un club où il va pouvoir exploiter son talent que tout le monde lui reconnaît. Mais c'est vrai qu'il ne l'a pas validé. Dybala, il a refusé Manchester United et la Juventus n'a pas réussi à trouver le deal avec Tottenham.
notamment aussi pour des raisons Droit d'image. Il a le même problème que Pogba, c'est son ancien agent qui a ses droits image dans une société. C'était une panique. Mais il avait quand même Manchester et Tottenham dessus, qui sont en principe plutôt des gens qui arrivent à travailler, à recruter, qui ne se trompent pas trop. Quoi. Pierre Boubi, vous n'avez pas changé d'avis? Non. Et vous avez bien raison. Vous avez, est-ce qu'un dernier argument décisif à donner pour faire basculer complètement les gens qui sont autour de vous? Pour Coutinho? Oui. Non, mais moi je reste convaincu que c'est un super joueur et qu'il pourra faire de grandes choses à Paris. Après, c'est le sentiment que j'ai. Allez, on va parler de Lyon à présent. C'est le Ligue 1 Express Jingle. L'Olympique lyonnais a beaucoup bougé tout au long de ce mercato, que ce soit du côté des départs, avec notamment celui de Ferland Mendy, représenté par Yvan Lemay, un avocat qui a signé du côté du Real Madrid. Et les arrivées, Joachim Andersen en provenance de la Serie A, 30 millions d'euros, Thiago Mendes en provenance de Lille, 22 millions d'euros, Youssouf Koné, arrière-gauche aussi, ex-Lillois, 9 millions d'euros, Jean Lucas, arrivé tout droit du Brésil pour 8 millions, Emmanuel Danso, rien à voir avec le chanteur, et Cyprian Tataruzanu en attendant Jeffrey Adelaide, futur ex-joueur du SCO Angers. On parle de 25 millions d'euros, plus des bonus. Lyon a-t-il réalisé un grand mercato, Yvan Lemay? Oui, selon moi, oui. Plutôt oui. Plutôt oui, un peu plus tiède donc? Oui. Oui, franc massif? Oui. Très bien. Grand, ça me paraît exagéré. Donc celui qui est le moins enthousiaste, c'est Eric Silvestro. Pourquoi? Ils ont fait un bon mercato. Sur l'échelle, c'est bon, moyen, très bon? Non, c'est un bon mercato, mais un très grand mercato, je pense que c'est vraiment exagéré. Oui. Un mercato intelligent. Andersen, c'est prometteur. Reine Adelaide, je pense que ça sera un très bon choix. Enfin, il faut aussi dire que pour ces deux joueurs, Lyon, qui n'a pas l'habitude de mettre des sommes folles, n'a pas mis des sommes folles, mais a mis quand même de grosses sommes, entre 25 et 30 millions pour chacun de ces deux joueurs, ce qui est quand même pas rien. Reine Adelaide, c'est sans doute un futur espoir qui sera peut-être vendu 60 millions comme Ndombele dans 2-3 ans. Enfin, aujourd'hui, c'est un très bon jeune. 25 millions plus 5 de bonus, plus 15 à la revente, ça fait quand même très cher à l'arrivée. Et on oublie aussi que Fekir, Ndombele, Mendy, c'est quand même 3 énormes départs, même si Fekir était un peu moins bien la saison dernière. Tu remplaces pas non plus des joueurs comme ça. Mendes, pour moi, Mendes, c'est le meilleur coup de Lyon. Évidemment. Mais 25 millions aussi, enfin, tu vois, c'est... Non, mais il les vaut peut-être, mais tu remplaces quand même 3 très gros joueurs. Je veux bien qu'on n'achète que des joueurs de Gambardella. Donc, il n'y a pas d'assurance, à mon avis, dans le mercato lyonnais. Il y a de bons choix, mais il n'y a pas d'assurance. Écoutons Silvino, c'est le nouvel entraîneur de l'Olympique lyonnais, et il s'exprime, c'était aujourd'hui en conférence de presse, au sujet de Jeffrey Adelaide, âgé de 21 ans. Il espère son arrivée. C'est un joueur très intéressant qui joue déjà en équipe nationale. Un joueur très fort physiquement, qui marque des buts aussi. J'espère que les discussions vont aboutir car le président a fait beaucoup d'efforts pour le faire venir. C'est un joueur important et j'espère que ça va se solder par sa venue. Donc voilà, Silvino, au sujet de Jeffrey Adelaide. Rappelons qu'il est international espoir, Jeffrey Adelaide. Si vous pensez qu'il n'a pas de sélection A, vous ne vous êtes pas trompé. Est-ce que Jeffrey Adelaide, Dave, y participe parce que le mercato de Lyon soit, vous le disiez, plutôt bon, c'était ça? Ouais, plutôt bon, plutôt même très bon, très grand. Bon, faudra voir. Ça, c'est un peu la réussite du mercato, enfin la réussite des joueurs qui validera ça. Mais je trouve très bon, très intelligent, parce qu'effectivement, Jeffrey Adelaide, en plus, il vient enrichir un secteur offensif qui, c'est vrai, a perdu Fekir. Alors Fekir en perte de vitesse, mais numériquement, voilà, il te manquait un joueur comme ça, un joueur en plus et un joueur qui a un fort potentiel, qui se développe plus que ce que je pensais. À un moment, quand il est parti en Angleterre, il a quitté le Nord, il est parti à Arsenal, tout ça, je me suis dit, est-ce qu'il ne va pas faire partie de cette corde de joueurs qui va se perdre? Finalement, en jeu, on l'a vu bon, même très bon, et là, il vient continuer sa progression. Moi, je trouve que c'est intelligent, et surtout, moi, je pense qu'ils ont pris un joueur capital, ils ont pris Thiago Mendes. Dans le projet lillois, évidemment, Pépé, il a pris toute la lumière, et c'est normal, et c'est logique. Moi, je trouvais qu'il y avait l'autre joueur clé, peut-être même le vrai joueur clé, c'était Thiago Mendes. Moi, je trouve que ce joueur, ça a été la vraie trouvaille de Luis Campos, en tout cas de cette vague d'arrivée qu'il y a eu il y a 2 ans, parce qu'il a à peu près tout. Moi, je pense qu'en plus, il est très fort, à mon avis, il est prêt pour le très haut niveau. Tu sens qu'il a de la personnalité, il a du charisme, il a du caractère, la qualité technique, j'en parle même pas, lecture de jeu, intelligence, bonne mentalité, il me semble. Moi, je pense qu'il va leur faire énormément de bien dans un secteur où ils ont souffert l'année dernière. Donc, à mon avis, il vient stabiliser quelque chose. Yvan Lemay, je vous ai vu dodeler de la tête au début de l'argumentation de Dev sur l'arrivée de Reine Adelaide dans le secteur offensif.
C'est un milieu relayeur. Et il a commencé ailier. Il a joué ailier. D'ailleurs, la première partie de la saison, l'année dernière à Angers, il a joué plus haut, il ne faisait pas de statistiques. Et c'est à partir de janvier où ils l'ont fait rentrer dans le cœur du jeu, à 3, en 8 relayeurs, on va dire, où il a explosé. Et c'est comme ça aussi qu'il a joué en équipe de France Espoir, où il a explosé. Et là, de la même manière, le grand match qu'il a fait ce week-end dernier, il a joué en milieu relayeur. Contre Bordeaux. Il arrive par ses prises de balles, ses accélérations, il arrive à faire des choses qu'il n'arrive pas à faire quand il joue un cran plus haut. Mais ils n'ont pas ce profil. Mais c'est le profil d'un Ndombele. Ils ont acheté Reine Adélaïde pour remplacer un Ndombele. Thiago, le Brésilien, c'est un autre profil qu'un Ndombele. Lui est vraiment un copier-coller d'un Ndombele. Avant, ils achetaient les espoirs, Martin Terrier 15 millions pour les revendre plus cher. Ils ont acheté Fernand Mendy 5 pour le revendre 53. Ils achètent Jérôme, enfin c'est pas Jérôme d'ailleurs, mais ils achètent Anderson, le défenseur central, parce que ça sera un joueur pour le marché anglais à 60 millions dans 2 ans, je pense. Je le connais bien de la sang. C'est un super joueur, le défenseur. Donc ils sont dans une politique de valorisation, d'acheter, ils achètent cher, mais pour revendre très très cher, parce que les prix de marché aujourd'hui ont atteint ce niveau-là. Pendant que je vous tiens justement, Andersen, c'est un joueur qu'on ne connaît pas beaucoup en France. Il n'évoluait pas dans un des top clubs de Serie A, la Juve, la Naples. Comment est-ce que vous le décrivez ? Très costaud, très bon techniquement, très intelligent. Ça manque un peu de vitesse parce que c'est scandinave, ce ne sont pas des coureurs à pied, mais très intelligent techniquement, bon pied. Il a fait une très belle saison à la Sampdoria. Il y avait des clubs anglais, il y avait des clubs italiens, style Inter Milan qui étaient dessus, donc du haut du panier. Donc ils ont fait une belle affaire en proposant aux joueurs de venir jouer, parce qu'il va jouer à Lyon, et de pouvoir partir dans un très grand club d'ici 2 ou 3 saisons. Est-ce que ça match avec Denayer, juste puisque toi tu connais ça va être top. Parce que c'est toujours ça, le truc. Pour moi, Marcelo devient remplaçant et Denayer va jouer avec Anderson. Ils ont la complémentarité. Un qui a vraiment la vitesse de Denayer et la technique, et Anderson qui va faire, je dirais, les compensations dessus. Et pareil pour l'attaquant qu'ils avaient pris, Dembélé, qu'ils avaient payé 22 millions. Aujourd'hui, ils ont des offres à 50 millions. Et s'il met 25 buts cette année, ça sera des offres au niveau de Pépé. Donc, c'est le club aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, qui recrute le mieux. C'est pas un mercato retentissant, c'est un mercato intelligent sur lequel ils gagneront de l'argent. Ils sont super intéressants. Et tu fais des résultats et tu gagnes de l'argent. Mais je trouve ça bien d'être capable d'investir justement 25, de ne pas avoir peur que le marché a évolué. Là où tu mettais 10 avant, tu dois en mettre 25 maintenant. C'est ça. Sauf qu'au lieu de les revendre 30, tu les revends 60. Donc c'est une échelle. Quoi. Parce qu'il y a des clubs qui hésitent à mettre 25, même des clubs plus grands, parce qu'on dit 25 c'est beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est le marché, c'est comme ça. Il y avait 19 points d'écart la saison dernière entre le Paris Saint-Germain et Lyon. Lille s'était intercalé entre les deux équipes. Manu Longeon, est-ce que Lyon a les moyens de réduire l'écart cette année ? Ah oui. En tout cas, ils se sont donné les moyens, puisqu'ils ont fait un mercato beaucoup plus important que ce qu'ils font habituellement. Et oui, je pense que l'idée, très clairement, c'est d'être le moins loin possible du PSG, ou le plus près possible du PSG, le plus longtemps possible. Parce que l'année dernière, même s'ils terminent 3e, Lyon ne peut pas terminer à 15, 18 ou 20 points du PSG. Je pense que l'idée, c'est d'être là le plus longtemps possible, et d'être, je sais pas, s'ils font un 8-10 points, j'imagine que la saison sera réussie. En fait, tu imagines que ça va être une équipe plus rationnelle que celle de l'année dernière. L'année dernière, elle était un peu imprévisible, ce qui lui avait fait réussir à faire des coups. Manchester City, le PSG, mais c'était une équipe qui évidemment n'avait pas de niveau plancher. Voilà, c'est ça que je veux dire. Là, aujourd'hui, tu sens que Silvinho, alors tout ne va pas se faire sur la foi du match contre Monaco, mais tu sens que ça va être ça la direction, c'est-à-dire de donner une assise, une sécurité à ce club. Et effectivement, de réduire la part d'aléatoire. Compte tenu de la force de l'OL et compte tenu de la faiblesse du championnat, normalement, ça doit leur permettre de réduire l'écart. Parce que normalement, ils doivent perdre moins de points dans des matchs complètement dingues contre, on se souvient, Amiens, Angers, des trucs comme ça, c'est pas possible. Pierre Bouby, est-ce que vous envisagez que l'effectif de Lyon cette année puisse être meilleur que celui de la saison dernière ? Quand bien même ils ont perdu, on le rappelle, Fernand Mendy, Ndombele. Moi, je suis sûr en fait. Vous pensez qu'ils seront sûrs, ils seront meilleurs que l'an passé ? Je pense qu'en fait, le cycle qu'ils sont en train de prendre cette année, ils auraient dû le prendre déjà l'année dernière. Et ils ont perdu une année avec le transfert de Fekir qui a duré et qui a avorté. À Liverpool. Honnêtement, on sent qu'il y a un nouveau cycle qui arrive, mais je les sens pour autant moins en danger que l'année dernière. Je pense qu'ils vont être attendus au tournant. Leur recrutement est ciblé. On voit qu'il y a du travail derrière. Et je suis convaincu que ça va être plus équilibré sur un terrain et ça va être plus dangereux. Plus régulier. Ouais. Petite interrogation sur ce milieu à 3 en termes de jeunesse, mais en termes de potentiel, moi, ce trio Mendes, Reine Adélaïde, Aouar, avec Mendes en sentinelle, Reine Adélaïde à droite et Aouar à gauche, sur le papier, je trouve que c'est extraordinaire. Plus Touzard. Ouais. Alors, Touzard, je pense que pour le coup, si Adélaïde signe, si Reine Adélaïde signe, il sera peut-être la solution de repli ou dans des gros matchs où tu dois vraiment défendre. Il a fait sa meilleure pub contre Monaco. Oui, il a fait un très bon match contre Monaco. Ça peut se discuter. C'est pas impossible qu'il y ait quelque chose avant la fin du mercato. À moins qu'il mette Reine Adélaïde en concurrence avec Bertrand Traoré plus haut, mais on l'a dit, il est plus à l'aise. Il y a Martin Terrier, il
Et je pense qu'ils le prennent pour jouer en relayeur droit avec Aouar. Mendes, il va pas être sur le banc. Donc au départ, c'est quand même Touzard qui risque d'être sur le banc, même s'il déçoit rarement quand il joue. Mais... Sur la complémentarité du milieu de terrain, Pierre, qui a longtemps évolué à ce poste-là avant de reculer un petit peu en fin de carrière, est-ce que Thiago Mendes en 6 dans un milieu de terrain à 3, est-ce que c'est là où on tire la quintessence de son potentiel ? C'est surtout que c'est lui qui va équilibrer tout le jeu, que ce soit la relation entre l'attaque et la défense. Mais là où il va être intéressant, c'est qu'il va combler beaucoup de brèches. Il est intelligent dans son placement. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand il était arrivé, Juninho voulait parler d'une sentinelle pour repartir plus technique que Touzard. Il avait taclé d'ailleurs Touzard. Il avait un petit peu taclé Touzard. Il s'est excusé depuis. Oui, mais ça correspond la pré-saison lui a plutôt donné tort. Ça correspond complètement au profil qu'il faut utiliser c'est la première rampe de lancement de son équipe. Donc, je croyais ça, mais... Tu auras la puissance avec Reine Adélaïde, la technique avec Aouar, tu auras quelque chose d'ultra complémentaire. Descendre, tout le monde peut prendre son... Yvan, je pose cette question parce qu'on l'a souvent vu évoluer à deux quand même. Thiago Mendes avec Cheka la saison dernière. Est-ce que vous avez des réticences ou pas du tout ? C'est là où Touzard va être l'équilibre, à mon avis, s'ils doivent jouer comme ça. Aouar est fait pour jouer plus haut, Reine Adélaïde est fait pour jouer plus haut. Donc pour moi, ça va matcher entre Touzard et le Brésilien. Après, et ce que je voulais dire, c'était surtout qu'on attendait un mercato brésilien. Et finalement, le mercato, il est fait par Florian Maurice, comme d'habitude, parce que le central italien, c'est lui, Reine Adélaïde, c'est lui, et à part Jean Roucas, le reste, c'est... amusant. Tout le reste est français. Tout le reste est du recrutement de Flo Maurice. Alors, certainement que les Brésiliens vont s'investir dans le recrutement l'année prochaine. Le latéral gauche, c'est pareil, ça vient de Lille. Donc tous les joueurs qui sont arrivés, gardiens de but, etc., tout a été fait finalement. Made in Lyon, et Lyon, on sait qui recrute, quoi. Après, il y a un truc qu'il faut prendre en compte aussi. Je disais que Thiago Mendes pouvait être la première rampe de lancement, mais en fait, ils vont avoir un milieu à 3 qui peut vachement bouger. Ils vont tous être interchangeables. Ouais, puis c'est complémentaire. On sent qu'Aouar, si jamais il faut qu'il décroche le triangle, il va s'inverser. Il y a plein de choses qu'ils peuvent faire. Et les trois sont complémentaires par rapport à tout ça. Manu, parmi les arrivées de cet été, là, on a longuement parlé des joueurs. Il y a quand même un changement majeur sur le banc avec Silvinho. Bon, c'est peut-être un peu tôt pour faire des conclusions au bout d'un match, mais est-ce que ça aussi, c'est pas est-ce qu'on peut pas l'intégrer au bon mercato de Lyon ? On peut en tout cas l'intégrer à la nouvelle idée de Jean-Michel Aulas, puisque là, il y a un directeur sportif, un coach. Je pense d'ailleurs que le directeur sportif n'est venu que quand il a eu le coach qui allait bien avec lui. Silvinho, parce que Juninho, ça fait longtemps qu'il aurait pu venir, et c'est une nouvelle organisation, mais c'est vrai que c'est un peu l'an 1 d'un nouveau projet lyonnais, même s'il y a une vraie continuité de prendre un directeur sportif comme ils ont fait avec Juninho et un nouveau coach. En tout cas, ça va être intéressant parce que depuis quelques années, avec Bruno Genesio, il y avait quelques contestations. Là, c'est la première fois que Jean-Michel Aulas n'a pas la main, en tout cas, c'est pas lui qui a décidé de qui serait le coach. Là, il a vraiment délégué, il prend un peu de recul, certainement aussi qu'il y a d'autres choses à faire et que peut-être d'être un peu moins proche du terrain. Ceci dit, dès qu'il y aura le feu, il sera le premier à reprendre la main. J'allais dire exactement la même chose. Regardez, Jean-Michel Aulas, c'est beaucoup plus discret. Alors, que je rejoins Dave, ça risque de ne pas durer, il va sans doute ressortir très vite sur le devant de la scène, mais je trouve qu'en effet, ce côté, on met un peu de Juninho et Silvinho et on les laisse travailler, on est beaucoup moins interventionniste, en tout cas, ne serait-ce qu'en termes de communication, c'est peut-être bien pour Lyon, c'est un changement qui ne peut que les faire grandir, là, pour le coup. Yvan Lemay, parmi les contacts que vous avez eus cet été avec l'Olympique Lyonnais, puisque vous avez participé à transférer Ferland Mendy au Real Madrid. On leur a souvent parlé, l'Olympique Lyonnais. C'est ça. Est-ce que vous avez senti que Jean-Michel Aulas était prêt à prendre du recul, ou est-ce que vous y croyez ? Non, je pense qu'il veut se donner un peu moins de visibilité. Oui. Je pense qu'il a fait un choix pour calmer beaucoup de gens en local. Bon, c'est contestable ou pas, c'est comme ça. Le recrutement, il est toujours aussi bon. Quand il y a un bon recrutement, c'est plus facile pour entraîner. Et je pense que les Brésiliens, aujourd'hui, ils seront à l'aise avec l'équipe qu'il y a. Juninho, c'est le boss du sportif et il a amené cet entraîneur. Mais évidemment que l'entraîneur, il a été validé par le président aussi. Et pour moi, il reste autant présent que ce qu'il l'était. C'est toujours lui qui aura le final cut, qu'on dise le contraire ou pas. Voilà. Après, c'est une autre organisation, c'est un peu plus sexy. Elle ne vous surprend pas ? Non. Je suis surpris parce que quand une organisation fonctionne bien, en principe, on ne la change pas. Après, il y a des clubs où ça ne marche pas, on ne change pas. Est-ce qu'elle arrive à gouverner, c'est prévoir. Ça ressemble un peu plus quand même ça ressemble un peu plus à ce qui se fait dans les grands clubs européens. Ouais. Et du coup, peut-être que c'est ce fameux palier aussi que Lyon n'a pas franchi ou imaginait franchir plus facilement et ne l'a pas fait. Et peut-être que là, ça va aider. Peut-être qu'ils arrivaient aussi au bout d'un modèle, même s'ils n'ont pas attendu un crash pour s'en rendre compte. Donc c'est aussi une forme d'intelligence aussi. Mais ce qu'on disait, c'est-à-dire, c'est sexy sur le papier, mais on a l'impression aussi que ça va être presque plus rigoureux
dans la façon de faire et dans le management. Et ça, c'est plutôt bien parce que c'est ce qui a manqué, à mon avis, à l'OL l'année dernière. C'était pas faute de talent, c'était faute de rigueur et de constance. Tour d'horizon complet du mercato de l'Olympique Lyonnais. C'est l'heure du deuxième contrat par contrat. Jingle. Et à partir direction en Italie peut-être pour Christian Eriksen qui va avoir peut-être le temps de prendre son avion puisque un transfert peut-être se trame à la Juve en 2020. Le Daily Mail, en tout cas, ce sont des informations du média anglais. La Juve qui est connue pour faire signer des joueurs en fin de contrat, qui se serait positionné sur le Danois Eriksen, le milieu de terrain de 27 ans. Donc son contrat prend fin en juin 2020. Le champion d'Italie qui souhaiterait en profiter pour l'engager tout en limitant les frais. La Juve qui ne se serait autorisée à l'approcher officiellement qu'à partir du mois de janvier, parce que sinon c'est interdit. Évidemment, si vous êtes la Juventus Turin, est-ce que vous offrez un contrat à Christian Eriksen? Non. D'accord. Plutôt oui. Plutôt oui. Oui. Pierre? Ouais, aussi, ouais. Gratuitement, oui. Contrat? Oui, je suis étonné par votre réponse, Yvan. Il n'a pas un jeu pour l'Italie. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ça manque un peu d'intensité, ça manque de phase défensive. C'est pour moi un joueur, c'est un beau joueur hein, avec un bon pied, mais c'est un joueur un peu à l'ancienne. Je pense que c'est surtout la situation contractuelle qui intéresse la Juventus, qui sont, je pense, à peu près les plus forts pour arriver à signer les joueurs libres de contrat. Et comme ils disent là-bas, j'étais hier un joueur libre de contrat, tu perds jamais d'argent. Oui. Donc non, ils sont très bons pour ça. Et comme ils l'ont fait aujourd'hui, Rabiot, tu le prends libre, même si la prime à la signature est énorme, même si la maman elle va être bien payée, tout ce que tu veux. À la sortie, c'est un joueur qui coûtera 50 millions probablement. Même pas. Quand tu l'as pris à 0 €, tu t'y retrouves. Ce sont les arguments financiers, Eric, ou c'est l'amour du joueur qui clairement, si Eriksen avait 4 ans de contrat à Tottenham et la Juve, en tout cas, se positionnerait pas maintenant, parce que c'est quand même génial de dire on s'autorisera pas à communiquer, à parler avec avant janvier. Avant janvier, mais comme on le dit maintenant, comme ça il le sait, donc c'est exactement la même chose. Donc c'est quand même assez hallucinant. Attends-nous. Ouais. Voilà, clairement, c'est parce que la situation est très intéressante qu'ils le font. Après, je suis pas sûr que s'il avait 4 ans de contrat, la Juve serait aussi à fond derrière Eriksen pour l'année prochaine. D'accord, mais moi je trouve. Qui est amoureux du joueur? Moi j'adore. Moi je l'aime bien. Amoureux peut-être pas, mais c'est un joueur. Déjà il s'est imposé en première ligue. Alors il doit quand même avoir un tout petit peu de répondant quand même sur le plan physique. Ça c'est pour Yvan Lemay. Il a un côté comme ça un petit peu soft. Non mais c'est vrai. Moi je suis d'accord. Il a une allure comme ça un petit peu soft qui donne pas l'impression que c'est un dur à cuire, un dur au mal. Mais mine de rien quand même, c'est quelqu'un de très constant, que ce soit en Ligue des Champions ou en Première Ligue, et il apporterait conditionnel, à quelque chose à la Juve, je trouve une capacité de création. Parfois, ils ont un milieu travailleur. Exactement. Et je trouve parfois que c'est un milieu un peu... L'année dernière, moi, je trouve qu'ils ont pris une leçon de foot, même techniquement, par rapport au milieu de l'Ajax. Ils se sont fait bouffer au milieu. Et Ronaldo s'est pas privé de le problème, c'est que tu as vu le milieu qu'il y avait. Enfin, c'était... Je suis d'accord. Je dis juste que Eriksen... Je dis pas qu'en soi c'est un forêt classe, mais je dis c'est déjà une première réponse à ça. Il a quand même cette capacité aussi de frappe. On est joueur de couloir, c'est pas un. Non, mais là, avec Ramsey et Rabiot, ça va changer. La liste des joueurs qu'a fait la Juve libre depuis une dizaine d'années, c'est incroyable. Hein. Ils ont fait, je me demande s'ils n'ont pas fait Cannavaro, ils ont fait Pirlo, ils ont fait Emre Can, ils ont fait Rabiot, ils ont fait Ramsey, Barzali. Ouais, enfin c'est vraiment ils sont dans leur truc. C'est pour ça que quand les joueurs en fin de contrat, à la limite, je pense même qu'ils doivent avoir un registre là-dessus, ils doivent dire tiens lui. Il y a un bon logiciel. J'espère que tous les clubs l'ont ça. Bien. Oui, en tout cas, c'est souvent la Juve. La Juve sait le faire en tout cas. Il y en a qui travaillent mieux que d'autres. Monaco, on a parlé de l'arrivée aujourd'hui de Wissam Ben Yedder en attaque. Il cherche également à se renforcer au milieu de terrain avec peut-être Tiemoué Bakayoko, information du journal L'Équipe dans les colonnes du jour, qui est intéressé donc pour un prêt de Tiemoué Bakayoko qui avait été déjà prêté par Chelsea l'an dernier. C'était au Milan AC. Si vous êtes Tiemoué Bakayoko, est-ce que vous allez à Monaco? Contrat ou pas contrat? Si je suis Bakayoko, oui. Contrat. Dans ce sens-là, oui. Contrat. Pareil. Dans les deux sens, oui. Enfin, pour le club et pour le Si je suis Monaco, non. Mais je pensais que ça a été évident s'il était Monaco. Pourquoi? Si je suis joueur, oui, parce qu'il est en situation d'échec. Si je suis Monaco, reprendre un joueur que tu as eu, non. Ils en ont besoin quand même d'un milieu de terrain qui court, non, au vu du Ouais, mais il est aussi en situation d'échec. Je vois pas aujourd'hui il a pas fait une un garçon qui a réussi à Chelsea, un garçon qui a réussi. À Milan, il était bon 4 mois, et après il a eu des problèmes à Gattuso. Ouais, il a pas fait une si mauvaise saison, et Monaco... Et il a eu des problèmes à Gattuso parce qu'il lui reprochait tactiquement ce que tout le monde lui reproche. C'est sûr que s'ils font Bakayoko, que ça les empêche de faire Matuidi, je te dis tout de suite, prends Matuidi si tu peux, évidemment. Mais ils ont vraiment besoin d'un joueur à l'impact physique au milieu, c'est indispensable. Donc... Ils sont sur Badou Ndiaye aussi info. à Monaco.
qui était anciennement Galatasaray et Stoke City, et qui est justement un joueur physique d'Impact. En tout cas, ils ont identifié, semble-t-il, les mêmes lacunes que On a vous. vu, mais attends, Ils en avaient qu'un seul, ils l'ont prêté. C'était à Oulu, ils l'ont prêté à Saint-Etienne. Voilà, Donc ils ils doivent sûrement avoir une piste fiable pour la Ils suite. se sont fait perforer par Lyon. De toute façon, on devine qu'on voit, ouais, mais même la première demi-heure, moi, de toute façon, je ne vois pas bon non plus. Mais après, Bakayoko, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il était fort avec Fabinho ou est-ce qu'il est vraiment fort? La paire avec Fabinho a fonctionné. C'est surtout avec Moutinho au départ. Après, il y a eu Fabinho. Enfin, il y a eu les deux. Il a été longtemps remplaçant. La question de Bakayoko, c'est il est souvent très bon quand tout va bien. Voilà. C'est-à-dire que non mais là en ce moment, c'est un joueur qui a tendance à parfois disparaître quand ça tourne mal, à se cacher un peu, alors que quand ça va, on se souvient de ces matchs contre City et tout ça en Ligue des Champions. Ou même le PSG. C'était vraiment très fort. À côté d'un Golovin par exemple, qui à mon avis a un profil assez technique et assez travailleur, ça peut être intéressant. Pierre Boubi? Moi, je suis un peu du même avis qu'Yvan. Revenir à la case départ, en plus, qui plus est, dans un club qui a fini en fond de classement l'année précédente, alors que lui était un peu en situation compliquée dans un club, il y a 2 fois moins, donc ça risque d'être compliqué, quoi. Enfin, moi, je pense. Faut mieux prendre. Je suis plus partisan de prendre un joueur qui arrive avec une grosse saison derrière et qui soit serein pour essayer justement de ramener. Tu dis c'est le profil parfait, c'est sûr. Mais ouais, faut le convaincre. Et puis qui voit Monaco comme un tremplin, c'est-à-dire qui est en pleine ascension. Là, Bakayoko, l'air de rien, moi, je pense que humainement, ça sera un sentiment d'échec pour lui. Le mec est parti de Monaco, il échoue à Chelsea, il réussit pas à Milan, obligé de revenir. Tu sais, c'est un peu comme quand tu quittes la maison de tes parents, tu dois revenir. Le problème, c'est que Lampard lui a dit en gros, tu joueras pas de l'année. Non, mais j'ai pas dit que c'est illégitime. Ce qui est fou, c'est qu'ils ont un effectif très réduit, ils n'ont pas pu prendre de joueurs, et même eux, ils veulent pas le garder. Voilà. C'est inquiétant. Oui, mais lui, il n'aura pas l'impression d'être dans une progression. C'est ça que je dis. Et je me méfie toujours de la psyché des joueurs, quand même. Après, à son poste, ils ont quand même Kanté, Jorginho, Kovacic. À cet endroit-là, il y a du monde, quand même. Lampard, qui était accessoirement un bon joueur de football devant la défense. À l'opposé de Bakayoko, pour le coup. Oui, c'était pas exactement les mêmes qualités. On va rester en Italie. On y était à travers Bakayoko qui évolue au Milan AC l'année dernière. Je me rattrape comme je peux. C'est Lecce qui n'exclut pas la piste Mitroglou pour Mauro Meluzzo. Choupo-Moting est fort, on en a parlé hier, mais il ne nous intéresse pas. En ce qui concerne Adebayor et Mitroglou, je n'exclus rien. Si vous êtes Lecce. Attends, le mec se pose la question, Choupo-Moting, Mitroglou et tout, mais c'est quoi, il sait qu'il a un budget pour la série B. Ils ont de l'oseille, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous êtes Lecce, est-ce que vous offrez un contrat à Mitroglou? Non. Pas contrat. Je suis de Marseille. Mais je connais bien l'animal. Non. Pas contrat? Ah non. Pas contrat? Moi, je vais dire oui. Contrat. Mais moi, je vous aime bien. Vous faites une émission top, vous saurez tous les trucs. Moi, je suis avec Pierre. En tout cas, je l'offre plus à Mitroglou qu'à Choupo-Moting. Mais Pierre, il a ouvert un restaurant grec, il a pas dit. C'est ça. Pierre, pourquoi est-ce que vous répondez oui, pensez qu'il est suffisamment bon? Parce que je pense 31 ans, hein. Ouais, non, mais peu importe l'âge, moi, je me dis que quand on a mis 15 buts par saison pendant presque 7 ans ou 8 ans... Dans un championnat mineur. Dans un championnat mineur, mais aussi en Coupe d'Europe. Enfin, moi, je l'ai toujours vu marquer. C'est un joueur qu'il faut prendre avec ses qualités, ses défauts. Il a beaucoup de défauts, mais il a une qualité, c'est que devant le but, quand il est en confiance, c'est une gâchette. Donc s'il arrive à tomber dans une équipe qui arrive à jouer au foot et à lui amener des ballons, et le mettre en confiance, essayer d'en profiter, même voir jouer avec un autre attaquant à côté de lui, moi, je suis convaincu que ça peut marcher. Seul, il peut pas. Moi, je reste convaincu que tu peux le récupérer à Orléans. Je pense que tu peux le récupérer à Orléans. Non, mais honnêtement, je suis vraiment honnête. Moi, je me rappelle des matchs à Marseille où le plus compliqué, oui, il a raté beaucoup de choses. Mais le plus dur, c'est de se procurer des occasions. Il en a eu plein. Il est toujours au bon endroit, au bon moment. C'est un petit club. C'est qu'à Marseille, on ne garde plus les voitures derrière le stade. Non, mais voilà, il n'est pas arrivé dans des circonstances qui étaient super bien pour lui aussi. Il est arrivé blessé, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Ça a été compliqué pour lui. 300 000 € par mois, enfin une vie compliquée. En Italie, un joueur à droite dans la surface. T'as pas de chute, tu fais all-in sur Mitroglou, c'est un concept. Rappelons la situation contractuelle de Mitroglou qui est prêté à la Galatasaray jusqu'à fin 2020. On rappelle qu'il a marqué 2 buts en 9 matchs et 3 titularisations. Manu Onjon qui maîtrise parfaitement le championnat turc.
Non, ils sont pas fans du joueur. Ils veulent plus. C'est étonnant. Mais très rapidement, hein, ils n'ont plus voulu. Mais en fait, Pourquoi ? En fait, l'an dernier, sur sa saison, il met 2 buts, mais il en met un à la 94e qui les aide à être champion. Donc de ce côté-là, mais il était remplaçant d'Mbaye Diagne, qui n'est déjà pas un joueur absolument extraordinaire. Alors, et ils essayaient de le prêter, de trouver une porte de sortie parce qu'ils n'en sont pas satisfaits et qu'il a un salaire qui coûte cher puisque c'est Galatasaray qui le couvre entièrement. Le très ironique Yvan Lemay au sujet de Kostas Mitroglou. Si c'était votre joueur, vous feriez moins le mariole, va nous dire que c'est un tocard. C'est les joueurs là, on chez les Tigresses là. On essaie de choisir la qualité des joueurs qu'on représente. Oui, j'entends bien. Vous êtes Marseillais effectivement. Non mais là pour le coup, même Lecce, vous pensez qu'il n'a pas le niveau ? Parce que vous êtes dur quand même, non ? Alors s'il y a bien un championnat où il peut jouer, c'est l'Italie. C'est l'Italie. Bah oui. Après, il peut pas jouer en France. Il peut jouer dans un championnat mineur. Championnat italien parce qu'il a un profil de première pointe où il va caler le ballon, avec des centres, etc. Mais il est dans un tel manque de confiance que faut vraiment avoir du courage pour le relancer. C'est les Et puis quand on lui a proposé la première fois, il a dit non. On lui a proposé il y a 10 jours. Lecce la première fois et ça l'intéressait pas trop. S'il attend un club de Champions League, il va avoir du mal. Non, lui il attend rien. Il est à Galatasaray. Mais là physiquement, il est à Galatasaray. Oui. Il vient quand à Marseille. Dernier dossier, c'est un dossier espagnol avec André Silva qui pourrait remplacer Rodrigo, puisque Rodrigo est sur le point de rejoindre l'Atlético de Madrid. Et selon Marca, Valence aurait déjà trouvé son remplaçant. Il s'agirait donc de André Silva, le Portugais de 23 ans, qui était prêté l'an dernier au FC Séville. Si vous êtes Valence, est-ce que vous offrez un contrat à André Silva, qui, on le rappelle, a échoué à la visite médicale, ou en tout cas à Monaco, en tout cas c'est ce qu'on nous en a dit. Contrat ou pas contrat ? Non. Pas contrat. Mais après, je vous dis pourquoi il y a contrat à Valencia. D'accord. Plutôt oui. Plutôt contrat donc pour André Silva à Valence ? Non. Pas contrat ? Non plus. Contrat ? Contrat comme ça, ils prennent pas Falcao. Très bien, oui. L'autre, non, mais moi j'ai envie que Falcao reste en Ligue 1. C'est en Ligue 1. Et à Monaco en particulier. Mais ça aurait pu être ailleurs, évidemment. Où ça ? En Ligue 1. C'est Monaco parce que c'est Falcao, c'est un bon joueur. Il va pas jouer ailleurs en Ligue 1. Qui va lui offrir un salaire ? Non, mais vous parlez de Monaco de manière tout à fait innocente. Tout à fait. Yvan Lemay. Pourquoi est-ce que vous vouliez... Parce que André Silva était très bon dans un championnat mineur, le championnat portugais. Il est ensuite allé en Italie, il a mis 2 buts en 30 matchs à l'AC Milan. Ensuite, il est allé en Espagne, il a fonctionné. Puis 6 mois blessé. Puis un problème à la visite médicale à Monaco, qu'on le veuille ou non. Ouais. Et aujourd'hui, aller à Valencia, qui est quand même un statut de Ligue des Champions, etc. Non, pourquoi ? Parce que son agent est partenaire, actionnaire du club de Valencia. C'est Jorge Mendes ? Oui. Donc dans ces cas-là, c'est plus facile de porter un joueur, évidemment, quand tu es en difficulté chez un ami. Ouais. Encore faut-il que ton ami reste ton ami. Parce que, étonnamment, il avait réussi en sélection. Là où les attaquants portugais, quand même, depuis 20 ans, c'est compliqué. Et en sélection, il a plutôt bien réussi. Donc c'est une énigme un peu ce garçon. C'est une énigme, et d'ailleurs, on va essayer de la résoudre, mais après la publicité, parce que là, c'est l'heure du quiz. Jingle. Le jeu n'est pas facile, mais je sais que j'ai des membres de qualité autour de la table. Les 10 plus grosses ventes en Liga cette année. En Liga ? Cette année. En Liga, oui, en Liga. Vente achat, transfert. Non, les ventes. Vente de Liga. Les ventes. Les ventes en Liga. Voilà, et ça peut rester dans le championnat espagnol. Vu que vous êtes un ami, Eric, j'ai fait commencer Yvan toute l'après-midi. C'est vous qui allez commencer. Les plus grosses ventes en Liga, les plus gros transferts en Liga. Rodrigo, tiens, justement. Non, en Liga. En interne Liga. Non, pas en interne Liga. Qui concerne, ils sont partis de Valence, soit de Valence, de l'Espagne, soit ils sont restés en Espagne, soit ils sont allés par exemple en Angleterre. Partis donc à Manchester City. Griezmann ? Antoine Griezmann, voilà. C'est le premier, donc c'est la deuxième bonne réponse. Donc, je crois qu'il y a le troisième à remplir en régie. Manuel Anjon. J'avais Griezmann, mais maintenant... Vous n'avez pas ? Non. 3, 2, 1, c'est perdu. Je sais pas s'il rentre dedans, du coup. Lucas Hernandez. Oui. C'est le deuxième, 80 millions d'euros. Théo, son frère à l'AC Milan, Hernandez. C'est une mauvaise réponse, c'était bien tenté pourtant. Je dirais Lo Celso. Oh bien. Lo Celso. C'est un prêt ? Ah oui, putain. Oui, c'est un prêt absolument perdu. Pierre Bouby. Il y a un transfert qui a été fait, on en a parlé pendant l'émission.
Et Rodrigo, il apparaît pas dans votre... Mais il devrait arriver. Joao Félix. Mais non, Joao Félix, mais non, il est parti du Portugal, il n'a pas compris les règles, mais messieurs. Ton énoncé était... Ben Yedder. Bah oui, Ben Yedder. Bah donne les réponses aussi. Bah oui, vous les trouvez pas, tout le monde est mort. J'allais le dire. Personne, La question est personne n'a un dernier. particulière. Personne n'a un dernier. Bon, bah merci. Tout a été affiché. Franchement, je suis dégoûté. Merci de votre participation. Vous avez été brillants, heureusement, pendant 1h30. Quant à nous, on se retrouve demain pour l'équipe Mercato. À bientôt.